Pardon. Non, il ne faudrait pas le dire comme ça. Je voudrais plutôt dire la révolution industrielle, ça a créé la concentration des ouvriers dans les manufactures. Jusque-là, dans ce qu'on a appelé la proto-industrie ou le domestic system, en fait, il n'y avait pas de classe ouvrière à proprement parler. Il y avait souvent des ouvriers paysans qui complétaient les revenus de leur activité agricole par une activité artisanale, en général de filage, de tissage ou de confection, qui était organisée par des marchands fabricants. Et de fait, l'invention des machines, ça aboutit à la concentration de la main-d'œuvre dans ce qu'on appelle d'abord des manufactures puis des usines. Enfin, fondamentalement, c'est la même chose. Ce qui rend visible la misère ouvrière. Et de fait, un des aspects de la révolution industrielle, c'est donc que la misère ouvrière devient visible et qu'on commence à s'en occuper. Et en particulier, ceux qui sont les conservateurs, c'est-à-dire les réactionnaires, les conservateurs en Grande-Bretagne ou les royalistes en France, imposent à l'aile plus libérale d'une chambre, qui alors n'est pas une chambre élue au suffrage universel, bien sûr, des réformes qui consistent en général à limiter la durée du travail des enfants, dans des mesures tout à fait raisonnables, naturellement. Les enfants de moins de 8 ans sont dispensés d'aller à l'usine. Jusqu'à 12 ans, c'est pas plus de 8 heures par jour, mais après, on arrive, à partir de 13 ans, il faut quand même travailler une douzaine d'heures par jour, ce qui paraît quand même un sain exercice du corps et des facultés de l'esprit, n'est-ce pas? Bon, enfin bref. Donc tout ça, c'était juste pour montrer cette espèce de paradoxe, qui était que c'est les éléments les plus conservateurs, voire réactionnaires de la société, qui s'opposent en fait à la modernité, et donc qui imposent des réformes sociales qui sont quand même essentiellement la durée du travail, en particulier la durée du travail des enfants. Bon, maintenant, pour autant, ça ne veut pas dire que qu'il y ait des tentatives de limiter la durée du travail, ça ne veut pas dire que pour autant les ouvriers soient admis à avoir des opinions politiques. Bon, d'abord, ils ne votent pas dans la plupart des pays avant les années... enfin, ça dépend où, on ne va pas revenir là-dessus. Mais surtout, ils ne sont pas autorisés à s'organiser, d'accord ? C'est-à-dire qu'au Royaume-Uni, on a des lois de 1799 et 1800 qui sont Combination Act et Conspiracy Act, qui interdisent l'organisation des grèves par les ouvriers. Alors, elles sont abolies par les gouvernements conservateurs en 1824 et 1825 respectivement. Mais en fait, le gouvernement décide en 1825 d'interdire les grèves, même si les syndicats sont théoriquement possibles et les négociations salariales aussi. Mais les négociations salariales ne doivent pas être sous la menace de la grève. Donc, en gros, il y a des mouvements syndicaux qui se développent en Grande-Bretagne, mais en fait, les premiers mouvements syndicaux, c'est des mouvements d'ouvriers qualifiés, qui sont en fait c'est du syndicalisme d'élite, qui a donc pas de relais dans la masse ouvrière, dans la classe ouvrière, en particulier chez les ouvriers pas qualifiés, et donc en gros, ça marche pas très bien. Il faudra attendre en fait la fin des années 1860, plutôt même 1871, pour que le syndicalisme démarre vraiment, quand les trade unions sont reconnus par Gladstone. Alors à ce moment-là, on compte 1 million de syndiqués, qui sont donc les membres des trade unions, qui obtiennent le droit d'organiser les grèves, d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la stratégie du mouvement trade unioniste, c'est d'aller vers la politique, mais de toute façon, en fait, il n'y a pas de suffrage universel encore dans les années 1880. Mais c'est d'aller vers la politique en commençant par l'administration des services publics, d'accord. C'est-à-dire qu'on fabrique, enfin, on se cotise pour monter des coopératives de logement, des écoles coopératives, des cantines coopératives, qui, quand on obtient le droit de vote aux élections locales, deviennent les logements sociaux de la ville, les écoles de la ville, les cantines subventionnées par la municipalité. Mais si vous voulez, le socialisme britannique, il fait la preuve de sa capacité à gérer les affaires, en commençant par gérer les affaires, les affaires pas au sens business, d'accord, mais au sens service public, utilities. Bon, en France, le syndicalisme ouvrier, enfin le rassemblement, l'organisation des ouvriers, est interdite par la loi Le Chapelier, qui interdit les organisations professionnelles. Alors, elle a surtout interdit en fait les corporations, vous savez, qui étaient donc les organisations professionnelles d'Ancien Régime, qui étaient dominées par des maîtres et qui n'étaient pas démocratiques, mais elle interdit de la même manière la constitution de syndicats ouvriers démocratiques, et les grèves sont qualifiées de délit de coalition. Donc on considère qu'à partir du moment où les ouvriers se mettent en grève, c'est qu'ils se sont entendus pour ça. Et s'ils se sont entendus pour ça, alors c'est une entrave à la loi Le Chapelier, puisqu'ils n'ont pas le droit de s'entendre. D'accord ? On considère que les ouvriers qui se mettent en grève, c'est comme des patrons qui se mettent d'accord et qui font un cartel sur les prix.
Donc comme on interdit aussi bien les entraves à la concurrence par les patrons que par les ouvriers, dès que les ouvriers se mettent à deux pour discuter de quelque chose, on considère que c'est une coalition et on les met en prison. D'accord. C'est quelle année? La loi du Chapelier, c'est 1791. Donc c'est vraiment le tout début de la Révolution française. D'accord. C'est à l'époque où on est encore une monarchie constitutionnelle. Les premières formes de syndicales qui sont autorisées, ce sont les sociétés de secours mutuels. Alors les sociétés donc c'est en particulier le Devoir Mutuel, qui est une société mutuelle catholique lyonnaise qui est créée en 1828. Et ces sociétés de secours mutuels, elles n'ont de sens que comme des sociétés de secours, non pas comme des caisses de grève, d'accord, non pas comme tous les ouvriers de la place de Lyon vont se cotiser pour pouvoir payer les grévistes qui sont plus payés, mais comme strictement une société pour les ouvriers qui sont malades ou pour les ouvriers qui sont victimes d'accidents du travail ou pour les veuves des ouvriers. Mais évidemment, ces caisses de secours, on est tenté de les transformer en caisses de grève, d'accord. Alors, de fait, elles sont objectivement tolérées à partir de la Révolution de 1848, et elles sont autorisées en 1852. C'est une des premières décisions de Napoléon Bonaparte empereur, parce que vous savez que Bonaparte empereur, au début, il est favorable aux ouvriers, parce qu'il veut et il pense que les ouvriers vont voter pour lui s'il est paternaliste et populiste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il construit des logements ouvriers. Il y a une cité Bonaparte, rue de Rochechouart, dans le 9e, qui est un très bel exemple d'architecture rationaliste pour les ouvriers. Parce que par rapport au taudis qu'on a décrit, vous vous souvenez du plateau des Arcis, là, le quartier de Beaubourg, enfin le Marais en général, tout le centre de Paris est absolument dégueulasse et insalubre. Et par rapport à ça, justement, Napoléon Bonaparte, prince-président, pour montrer l'exemple, construit des cités ouvrières qui sont... Alors, c'est vrai que par rapport au logement qu'on peut avoir maintenant, c'est pas absolument extraordinaire, mais par rapport au taudis que décrit Villermé, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, donc il construit des cités ouvrières et il autorise les ouvriers à se grouper pour verser des aides en cas d'accident ou de maladie en se cotisant. Le délit de coalition lui-même est aboli, c'est-à-dire que le droit de grève est concédé par la loi Olivier en 1864. Ça, c'est la deuxième partie. C'est la fin de ce qu'on appelle l'Empire libéral, avant le virage autoritaire de l'Empire. Et les syndicats sont même tolérés à partir de 1867. Ça ne veut pas dire qu'ils sont autorisés. Ça veut simplement dire qu'on ne les poursuit pas. Ils deviennent effectivement autorisés à partir de 1884 avec la loi Valdec-Rousseau, qui reconnaît la légalité des syndicats, sauf, évidemment, les syndicats de fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire la grève ni de se syndiquer avant 1924, et les militaires et les policiers n'ont en principe toujours pas le droit. Les policiers ont certes le droit de se syndiquer depuis 1924, mais ils n'ont pas le droit de faire la grève. Voilà. Syndicalisme et politique se croisent dans le développement des bourses du travail, qui sont en fait, quand on dit bourses du travail, on a l'impression de voir comme des bourses, d'accord, donc des bâtiments. En fait, les bourses du travail, ce sont des syndicats interprofessionnels qui sont voués à la solidarité ouvrière, qui se développent dans les années 1890 et qui vont être la matrice de la CGT, la Confédération Générale du Travail, qui au début est hostile aux partis politiques, hostile aux jeux parlementaires, pas du tout d'inspiration communiste, mais plutôt anarchiste, d'accord. Donc elle est totalement anticapitaliste, mais pas communiste, plutôt anard. La CGT va entrer dans l'Union sacrée en 1914, c'est-à-dire que vous savez que l'une des inquiétudes des gouvernements bourgeois à la veille de la Première Guerre mondiale, ce serait que les socialistes et les syndicalistes ouvriers appellent à la grève générale au début de la guerre, puisque les ouvriers sont contre la guerre. Et les mouvements socialistes et les mouvements anarchistes sont contre la guerre, parce qu'ils savent que c'est les pauvres qui vont se faire tuer à la guerre. Donc l'inquiétude de la bourgeoisie, ce serait que les ouvriers réussissent à lancer une grève générale et à faire la révolution à la veille de la guerre de 14. C'est pour ça que les syndicalistes et les socialistes sont surveillés par les flics des renseignements généraux, qui tiennent ce qu'on appelle le carnet B, où ils notent les noms de tous les syndicalistes et de tous les socialistes qu'il faudra arrêter s'il y a une guerre. Et puis, comme vous le savez, Jean Jaurès est assassiné dès le déclenchement de la guerre, et finalement, les syndicalistes et les socialistes, aussi bien en France qu'en Allemagne, se rallient à ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire que finalement, en France, ils considèrent que la guerre, c'est pas seulement une guerre de la bourgeoisie contre la classe ouvrière, mais c'est de fait une guerre des démocraties avec la Russie tsariste. Enfin, c'est une guerre contre la barbarie germanique. Donc évidemment, il faut imaginer une certaine quantité de propagande pour arriver à ce que ce discours soit supportable. Quel est le seul journal qui essaye de lutter contre justement cette propagande et la censure? Le journal qui porte le nom d'un volatile,
et qui, voilà, c'est le canard enchaîné qui naît pendant la Première Guerre mondiale. Un canard, vous savez, en argot, c'est un journal, il est enchaîné parce qu'il y a de la censure, d'accord ? Et donc, de fait, le canard enchaîné est un journal pacifiste, antimilitariste et anarchiste. Rien que ça. Bon, et donc c'est une des voies de cette gauche antimilitariste et pacifiste. Donc de fait, les socialistes, après avoir été plutôt contre la participation au gouvernement, contre la guerre, se réunissent avec les syndicats, finissent par former un éphémère cartel des gauches après les élections législatives de 1924. Le cartel des gauches ne réussit pas, enfin il réussit à gouverner un peu, mais en fait il ne réussit pas à faire quelque chose de significatif. Mais le premier gouvernement socialiste qu'il va y avoir en France, c'est le gouvernement de Front Populaire de 1936, dont l'héritage social est légendaire, puisque le gouvernement de Front Populaire va à la fois octroyer la semaine de 40 heures, c'est-à-dire des journées de travail de 8 heures. Souvenez-vous, on était quand même à 16 heures moins d'un siècle avant. Des journées de travail de 8 heures, 5 journées de travail par semaine, donc le week-end à l'anglaise, enfin la semaine à l'anglaise avec le week-end, et 2 semaines de congés payés, puisque avant, quand vous preniez des congés, ben, vous n'étiez pas payé, donc il fallait avoir fait des économies. Autant dire qu'on ne prenait pas de congés. Donc de fait, la première fois où les ouvriers français ont pris des vacances, c'était l'été 1936, juste après les grandes grèves, qui avaient salué l'élection d'un gouvernement de Front Populaire. En Allemagne, les choses sont un peu différentes, puisqu'on l'a vu, c'est le chancelier conservateur allemand Bismarck qui a créé des systèmes de retraite et d'assurance maladie obligatoires. Et de la même façon, Bismarck, après avoir interdit les syndicats, les autorise en 1890. Et puis, il donne aussi le droit de vote à tout le monde, d'accord ? Alors que, comme partout avant, c'était un droit de vote censitaire uniquement pour ceux qui payaient l'impôt. L'obtention du droit de vote, ça donne lieu dans le SPD, qui est donc le Parti social-démocrate allemand, hein, Sozialdemokratpartei Deutschlands. Chez les SPD, il y a un débat, enfin, il y a en gros un débat relativement chaud pour savoir si on participe au jeu électoral, donc si on devient réformiste, on pense qu'on va réformer la démocratie bourgeoise, non pas par la lutte des classes révolutionnaires, mais par la participation au jeu politique. Bon, ben, les réformistes révisionnistes, c'est ceux qui forment le SPD qui va aller aux élections, et les autres, ça reste les marxistes révolutionnaires qui vont préparer la révolution spartakiste qui aura lieu au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bon, à côté de ça, pas vraiment en marge, mais à côté de ça, l'Allemagne est un pays de syndicalisation massive. C'est-à-dire qu'en 1914, il y a 4 millions de syndiqués en Allemagne, c'est-à-dire la même chose qu'au Royaume-Uni. En France, il y a seulement 1 million de syndiqués à la même époque, et en Italie, 500 000. Tout ça pour des populations qui sont... bon, alors c'est vrai qu'il y a plus de monde en Allemagne qu'en France et en Italie, mais enfin, ça reste à peu près le même ordre de grandeur. Et donc, de fait, il y a pratiquement 10 fois moins de syndiqués en Italie qu'en Allemagne ou en Angleterre. Voilà. Donc, en fait, c'est dans le dernier quart du XIXe siècle qu'on observe le développement du mouvement syndical et de mouvements politiques ouvriers. Jusque-là, le syndicalisme ouvrier était marginal, non pas parce que les ouvriers n'étaient pas attirés par l'action politique, ce que raconte Germinal, c'est quand même l'organisation spontanée des ouvriers pendant les grèves, mais parce que c'était interdit. Et donc, de fait, l'organisation des ouvriers pour les grèves, ou pour autre chose que les grèves, enfin pour avoir une action politique ou une action collective, elle était quasiment impossible et pas tolérée sur le continent. En gros, en Angleterre, la seule chose qui était possible, c'était les associations de type coopérative, pour gérer soit des coopératives d'achat, soit des services publics, mais qui étaient des services publics non pas de nature, non pas financés par les impôts, mais des services publics de nature coopérative, enfin des services publics que les ouvriers se rendaient à eux-mêmes. Voilà. Bon, alors, ça c'était pour les conséquences sociales, le développement de la classe ouvrière et sa place dans la société, d'accord, puisque la classe ouvrière est un truc qui n'existe pas avant la révolution industrielle. Même s'il y a des... Bon, on parlera de Marx plus tard, mais de fait, la révolution industrielle, c'est l'apparition de la classe ouvrière. Alors, la question maintenant, c'est de savoir comment la révolution industrielle va se diffuser, puisque, bon, en gros, ce qu'on a décrit, c'est les débuts de la révolution industrielle, c'est donc la mise en œuvre des machines, en particulier dans le textile, et puis ensuite, on a vu le développement des chemins de fer. Mais le sujet, c'est que des régions qui sont le cœur de la révolution industrielle, donc le nord de l'Angleterre, la région de la Ruhr, la révolution industrielle va se diffuser dans le reste de l'Europe, et on va avoir non seulement des transformations sociales et la création d'une classe ouvrière, mais on va avoir des transformations sociales plus générales qui sont justement nécessaires au développement de cette révolution industrielle et qui vont changer profondément la société, pas seulement parce qu'il va y avoir une classe sociale nouvelle qui va apparaître, mais aussi parce que la société dans son ensemble va être transformée.
Alors, la date symbole de l'arrivée de la révolution industrielle sur le continent, même si on a vu par ailleurs qu'on a dans le Nord et en Lorraine, en France, un développement de la sidérurgie, par exemple, et puis surtout de la sidérurgie en Lorraine et du textile et du charbon dans le Nord. Une date symbolique, ça pourrait être l'arrivée à Paris d'une machine à vapeur que les Français ont achetée aux Anglais. En français, des années 1780, on n'appelle pas ça une machine à vapeur, on appelle ça une pompe à feu. Pourquoi c'est une pompe à feu? Parce que c'est une pompe, vous avez vu, vous vous souvenez, les machines à vapeur, ça sert à pomper, comme les Shadocks. Sauf que contrairement aux Shadocks, ça marche pas, ça marche avec du feu, puisqu'il faut faire du feu pour faire de la vapeur. Et donc nous, on appelle ça non pas une machine à vapeur, mais une pompe à feu. Et alors le témoignage de la pompe à feu, il est vivant dans la mémoire parisienne, puisqu'il y a à Paris, dans le 16e arrondissement, une rue de la Pompe. Si jamais vous vous êtes demandé ce que c'était que cette pompe-là, c'était la pompe à feu des frères Perrier, qui a été installée sur la colline de Chaillot. Pourquoi? Pour pomper l'eau d'un puits. Et l'eau d'un puits, en fait, elle avait un double usage. Elle permettait d'abord d'avoir de l'eau en quantité, qui était de l'eau de meilleure qualité que l'eau de la Seine, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, on buvait pour l'essentiel l'eau de la Seine, ce qui était quand même pas terrible compte tenu du fait qu'en amont de Paris, il se passe des trucs sur la Seine que je préfère taire ici. Et elle avait aussi une deuxième fonction, surtout c'était de servir en cas d'incendie. Et donc, de la même façon que les Anglais ont créé des compagnies d'assurance après le grand incendie de Londres en 1666, eh bien, ce que proposent les frères Perrier, c'est un accès facile à une eau abondante, qui est pompée par la pompe à feu, qui permet en particulier de protéger sa maison en cas d'incendie, puisqu'on a une grande quantité d'eau qui permet d'éteindre l'incendie. Il faut dire que l'idée des frères Perrier marche tellement bien qu'ils font faillite au bout de quelques années, au bout de quelques mois, et donc il ne reste de la pompe à feu des frères Perrier qu'une rue de la Pompe. Ce dont on va parler, c'est quand même un peu plus sérieux, d'accord, puisque en gros, la diffusion de la révolution industrielle, c'est pas juste une rue de Paris, mais c'est la transformation de la société française dans son ensemble. Comment ça se fait et pourquoi? Alors en fait, on a deux explications qui sont pas vraiment concurrentes, qui sont plutôt convergentes, mais qui consistent à mettre l'accent sur un facteur plutôt qu'un autre, d'accord. Donc on a une explication qui est institutionnaliste, et on a une explication qui est plutôt... Alors l'explication institutionnaliste, c'est plutôt une espèce d'explication endogène, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique endogène des institutions qui va aboutir à produire des institutions ad hoc, enfin adéquates à l'apparition de la révolution industrielle. Et puis l'explication économico-politique, c'est l'explication plutôt franco-allemande, qui consiste à dire que les gouvernements successifs, l'État, a créé les conditions pour le développement de la révolution industrielle. Bon, alors l'explication institutionnaliste, c'est quoi? Ça consiste à dire, quand on regarde la France ou l'Allemagne en 1780, par comparaison avec la Grande-Bretagne, ce sont des pays archaïques. Pourquoi ce sont des pays archaïques? Parce que c'est des pays qui sont en fait politiquement pas unis. Bon, alors en Allemagne, c'est criant parce qu'il y a 38 principautés en 1815. Moi, je dis 38 principautés, c'est très compliqué parce que là-dedans, il y a un royaume de Prusse, il y a un royaume de Bavière, mais il y a aussi des principautés qui sont en fait qui ont pour souverain des princes électeurs. Qu'est-ce que c'est des évêques électeurs? C'est des évêques qui sont les souverains temporels de ces principautés et qui détiennent ces principautés au titre du fait qu'ils sont électeurs de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Il y a même des principautés continentales d'Angleterre qui sont en fait gérées par un grand-duc, lequel se trouve être le roi d'Angleterre. Donc, je vous rappelle que depuis Georges III, c'est le grand-duc de Calenberg. Bon, enfin bref, tout ça fait que... Alors évidemment, je raconte pas ça pour vous dire c'est rigolo, il y a des régimes politiques amusants en Allemagne, mais c'est que là-dedans, tout est divers. C'est-à-dire que les régimes fiscaux, les monnaies, le droit du travail, quand il y en a, enfin l'administration, tout ça est complètement différent. Donc il y a des douanes intérieures, enfin bref, il n'y a pas de marché unifié, et puis non seulement il n'y a pas de marché unifié, mais il n'y a surtout pas de... En général, ce ne sont pas des démocraties, enfin bref, tout ça, c'est une espèce de juxtaposition d'entités politiques diverses. Mais en fait, la France, c'est pas absolument différent, parce que même si c'est un royaume, il reste que il y a des pays d'État, il y a des coutumes différentes selon les provinces. Ces coutumes, c'est en gros ce qui tient lieu de droit, donc il n'y a pas le même droit des successions, il n'y a pas le même droit économique. Il y a des pays qui sont plutôt des pays de droit coutumier, des pays qui sont plutôt des pays de droit romain. Il y a des régimes fiscaux qui sont différents. Bon, donc, et de fait, en plus, il y a des péages à peu près partout, non seulement entre les provinces, mais à l'entrée des villes, c'est les octrois. Il y a des péages pour les ponts, il y a des péages pour les canaux, d'accord? D'où le cri de guerre des économistes, qu'on appelle aussi les physiocrates, qui est laisser passer.
laisser passer le commerce, laisser passer les marchandises, laisser passer les personnes, arrêter de mettre des barrières à l'entrée des professions, sous la forme de jurandes ou de corporations. Donc, on a justement évoqué le fait qu'elles avaient été démantelées par la loi Le Chapelier. La propriété foncière se trouve, donc la propriété des terres, mais aussi de ce qu'on construit sur les terres, est monopolisée en grande partie par la main morte. Et ce qu'on appelle la main morte, en fait, c'est la forme de propriété spécifique aux institutions ecclésiastiques. Alors, les institutions ecclésiastiques, c'est à la fois les évêques ou le chapitre des cathédrales, mais ça peut aussi être les hôpitaux, qui sont, il n'y a pas d'hôpitaux il y a pas d'hôpitaux qui sont laïques, d'accord. Tous les hôpitaux, c'est en fait des institutions religieuses qui fonctionnent non pas parce qu'elles ont un budget et qu'elles font payer, mais parce qu'on leur a donné des terrains, soit qu'elles louent à des fermiers, soit sur lesquels elles emploient des gens à cultiver, et ça leur procure des revenus. Il y a aussi beaucoup de monastères qui se trouvent avoir eux aussi une emprise terrienne. Bon, et puis les propriétés foncières qui ne sont pas monopolisées par la main morte, elles sont la propriété exclusive des nobles, ce qui fait que si vous voulez acheter votre maison, en fait, vous ne pouvez pas acheter votre maison, vous pouvez simplement en acheter l'usufruit pendant un certain temps. Donc, en gros, vous prenez une maison à bail, mais vous ne pouvez jamais acheter un terrain. Alors, ça vous paraît peut-être anecdotique, mais si vous voulez construire une usine, ou faire un chemin de fer, ou même faire une mine, c'est quand même assez compliqué si vous ne pouvez pas acheter le terrain. Bon, alors, vous savez qu'en France, le sous-sol appartient toujours à l'État, donc de fait, on ne peut toujours pas acheter le terrain, sauf dans un cas particulier, c'est pour tous les ennuis que vous pourriez avoir. C'est-à-dire que si vous, dans votre sous-sol, vous trouvez un trésor ou un puits de pétrole, ça appartient à l'État. Si dans votre sous-sol, vous trouvez des déchets radioactifs que le précédent propriétaire a enfouis, ou un effondrement qui menace les maisons alentours, c'est à vous de payer la dépollution ou le bouchage du trou, d'accord. C'est toujours vrai à Paris, hein. C'est-à-dire que si dans votre cave, si vous êtes propriétaire de votre maison à Paris, et que les catacombes se trouvent de venir respirer dans votre cave et donc engloutir votre immeuble, c'est pour votre pomme, d'accord. Ce sera à vous de payer. Alors que si dans votre cave vous trouvez le trésor des Templiers, ça appartient à l'État, pas de chance. Bon, donc ça, de ce côté-là, on reste un peu un pays attardé. Mais quand on regarde en quoi on est un pays attardé, comme vous le savez, la monarchie française des XVIIe et XVIIIe siècles est une monarchie absolue. Alors c'est vrai que la question de la dévolution des biens fonciers à des institutions immuables, c'est un sujet pour la monarchie. Parce que justement, la monarchie est sensible au fait que si on veut développer des grandes manufactures, du commerce, il faut quand même qu'on puisse acheter et vendre la terre. Or, comme on l'a dit, il y a une grande partie des biens fonciers sont dévolus à la main morte, et donc ça ne bouge pas, parce que de fait, quand un couvent achète une terre, ou acquiert une terre, elle est ensuite inaliénable. Le couvent ne peut pas la revendre. Le truc de la main morte, c'est qu'on peut acheter, mais on ne peut pas revendre. Ou de la même manière, en fait, l'astuce de la noblesse pour éviter la division du patrimoine. Parce que si on laisse faire le droit des successions du bassin, parce que le droit des successions, il n'est pas les mêmes dans toutes les provinces de France, d'accord. Mais dans le bassin parisien, le droit des successions, c'est une tradition franque, il est égalitaire. Donc tous les enfants, même les filles, c'est dire, si on est avancé chez les Francs, mais justement parce que c'est un droit franc, d'accord. Chez les Germains, les filles héritent aussi. Donc tous les enfants reçoivent la même part de l'héritage. Donc chez les nobles, si on fait ça, les terres de la lignée vont être morcelées et au bout de 3 ou 4 générations, il ne reste plus rien. Donc pour éviter ça, pour contourner les dispositions du droit germanique, on récupère une disposition du droit romain, qui est le fidéicommis, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle en français un trust. C'est-à-dire vous pouvez mettre vos terres dans un fidéicommis que vous confiez à un fidéicommissaire, et en fait, en mettant toutes les terres dans le fidéicommis va passer au fils aîné. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Les autres, ils n'auront rien. Donc, ceux qu'on appelle les cadets, soit ils vont servir dans l'armée, soit ils vont devenir curés, mais de toute façon, c'est pas eux qui auront, enfin, je dis curés en général, mais ecclésiastiques, d'accord, ils peuvent aussi être moines s'ils préfèrent. Et donc, soit ils vont dans l'armée, soit ils vont dans les ordres, parce que de toute façon, la richesse foncière de la famille est passée au fils aîné. La question est qu'est-ce qui se passe si l'aîné meurt ? Soit il a déjà eu des enfants et c'est les enfants qui récupèrent, soit il n'a pas eu d'enfants. Il faut qu'il y ait un des frères qui revienne de la guerre, parce qu'on va quand même, ou qui défroque, mais ça, c'est quand même pas. Défroquer, ça veut dire quitter l'habit en français, d'accord ? L'habit, c'est le signe des religieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, parce qu'en fait, l'habit fait le moine. Et donc, c'est l'habit qui permet de reconnaître ceux qui sont soit des prêtres, qui sont en soutane, soit des moines qui sont dans un habit qui est l'habit caractéristique de la congrégation à laquelle vous appartenez. D'accord ? Donc, les bénédictins sont en noir,
les franciscains sont en cappuccino, sont en brun, et les dominicains sont en blanc. Et les cardinaux sont en rouge. Et les évêques sont en noir avec des boutons pourpres. Bon, enfin, peu importe. Tout ça, c'est un monde qui, aujourd'hui, paraît très coloré, mais surtout complètement délirant. D'accord ? Mais c'est ça le monde de la France d'Ancien Régime. C'est que vous vous baladez dans la rue, il y a plein de gars en uniforme, parce qu'entre les militaires des différents régiments qui ont des uniformes jaunes, verts, canaris, et puis les curés, enfin les prêtres des différentes obédiences qui ont des trucs de toutes les couleurs, c'est effectivement très coloré, sauf évidemment les pauvres gars du peuple, à qui on achète un vêtement quand ils ont 15 ans et qu'ils gardent toute leur vie. Voilà, donc les couleurs, c'est pas pour tout le monde. Mais, bon, surtout ce qui se passe donc, c'est que, certes, la monarchie est consciente du fait que la dévolution intégrale du patrimoine foncier aux institutions de main morte ou à une noblesse qui la gère avec le fidéicommis, c'est nul, enfin c'est pas bon pour le développement des affaires parce que la terre reste toujours aux mêmes qui sont pas dynamiques. D'accord ? La gestion de la terre par le prieur de l'Hôtel-Dieu de Paris, laissez-moi vous dire que c'est pas exactement le style de gestion offensive qui va permettre le développement de la révolution industrielle. D'accord ? Le mec, il est le 143e prieur de l'Hôtel-Dieu de Paris depuis 1088 et il continue à faire la même chose depuis 1088. De la même manière, le gouvernement essaye de rationaliser les péages. Alors, il y a la très belle thèse d'Anne Conchon, qui est prof d'histoire économique ici, sur le péage en France, qui montre qu'effectivement, la monarchie est consciente du fait que les péages, c'est pas bon pour l'activité économique. Surtout, les péages, c'est pas... quand vous prenez l'autoroute entre Paris et Tours, vous allez une fois au péage, d'accord ? C'est quand vous prenez la Loire entre Orléans et Tours, vous avez 41 péages. Donc, il faut tout le temps vous arrêter, il faut avoir de la petite monnaie, il faut je sais pas quoi. Enfin bon, bref, on n'en finit pas. Mais en fait, il n'y a que la Révolution française, et singulièrement Bonaparte, qui a envie de réformer parce que lui, il y va fort, qui abolissent la structure archaïque de l'économie. Vous savez que Bonaparte, bon, on peut le considérer du point de vue moderne, si Bonaparte revenait aujourd'hui et décidait les réformes qu'il a faites quand il était d'abord premier consul et puis ensuite empereur, ça donnerait 1 million de personnes dans la rue et tous les syndicats qui disent qu'il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de démocratie. Bon, c'était un rouleau compresseur, d'accord ? Alors Hegel, le grand philosophe allemand, disait les choses de manière un peu différente. Il disait « J'ai vu l'esprit à cheval dans les rues d'Iéna ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Hegel pensait qu'il y a un machin qui s'appelle l'esprit. L'esprit, c'est ce qui incarne la force motrice d'une époque. Et Hegel pensait que c'était Bonaparte qui était l'incarnation de l'époque. Pourquoi ? Parce que justement, c'est lui qui a transformé... Alors, il a transformé, c'est pas bonjour, je suis Bonaparte, j'ai une baguette magique et pof, d'accord ? Mais il a pris un certain nombre de décisions qui sont symboliques d'une transformation qui était en cours. Création d'un marché national unifié, ça veut dire fin des péages internes, en gros, création d'un espace national dans lequel les lois, les poids et mesures sont les mêmes. Bon, ça, c'était la révolution qui avait quand même commencé. Développement des transports, d'abord les canaux, on l'a vu, et puis pour les chemins de fer, Bonaparte, quand même, il était un peu à Sainte-Hélène quand ça s'est joué. Ensuite, autant on fait un espace économique intérieur commun, autant on crée un tarif, donc des douanes à l'extérieur pour se protéger de la concurrence, et en particulier de la concurrence britannique. En France, on va se protéger de la concurrence anglaise jusqu'en 1860, et c'est seulement à partir de 1860 qu'on va commencer à ouvrir les frontières du pays à la concurrence étrangère. Création d'un secteur financier pour financer la croissance, et généralisation de l'éducation primaire. Voilà, si on veut regarder un peu le détail. En France, le marché national unifié, alors on a dit il y a des efforts de la monarchie depuis 1724, super. 1723. Mais c'est surtout en fait Turgot, contrôleur général des finances, Turgot est le premier contrôleur général des finances de Louis XVI. En fait, quand Louis XVI arrive, vous savez, en 1774, il est très jeune, et qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de renvoyer les parlements. Les parlements, c'est pas du tout... c'est pas les parlements au sens actuel, d'accord ? C'est pas des chambres élues. Les parlements, c'est des magistrats professionnels, qui sont des nobles, qui ont un droit de regard sur tout ce que fait le roi. Donc Louis XVI dit, ils me cassent les pieds, ils vont m'empêcher de réformer, donc je les renvoie, et je prends Turgot comme contrôleur général des finances, parce que Turgot, qui est un économiste, c'est pas un métier à l'époque, d'accord ? C'est-à-dire un partisan des idées économiques. Donc Turgot, il est pour le libre-échange, la suppression des douanes internes. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il supprime justement les droits, alors vous pouvez appeler ça comme vous voulez, halage, minage, bichelage, étalage. Concrètement, pour l'essentiel, c'est les droits qui sont liés au fait d'entrer dans une ville et d'aller sur le marché. Alors ça peut prendre des formes diverses, mais
ce qu'on appelle le droit de minage, c'est pas le minage du Bitcoin, mais c'est en fait, quand vous arrivez avec des marchandises, il y a des villes où ce qu'on va vous faire payer, c'est qu'on va vous les peser avec la mesure, où on va vous les mesurer avec la mesure du pays, qui s'appelle une mine. D'accord ? Et donc, de fait, par exemple, dans une ville comme Angoulême, il y a une place du minage. La place du minage, c'était la place où vous arriviez avec vos marchandises, et puis on vous les minait, c'est-à-dire qu'on vous les mesurait. Et ça, fallait payer. Et évidemment, ce que vous payez, ça n'avait rien à voir avec le service de minage, c'était une taxe. D'accord ? Alors après, ça peut s'appeler l'étalage ou le halage, c'est-à-dire le fait de mettre sur les étals ou sous la halle. D'accord ? Bon, et tout ça, c'est la même idée. C'est le fait que quand vous entrez de la marchandise dans une ville pour vendre, eh ben, vous payez un droit, qui peut aussi s'appeler un octroi. D'accord ? Et ce droit, ben, c'est quoi ? Ben, en fait, c'est un impôt qui est payé à ces gens qui ont acheté la charge du droit de miner. Parce que les officiers d'Ancien Régime, il y a un service public des poids et mesures qui vous fait payer le tarif de minage, et ça rapporte des impôts à la municipalité qui, avec, va nettoyer les rues ou je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un gars qui a acheté le droit de peser les marchandises, et il vous oblige à peser les marchandises, et lui, il en vit. D'accord ? Donc comprenez bien que ce droit-là, c'est pas un service public rendu à la collectivité. C'est juste un truc qui permet de faire vivre des parasites qui s'appellent les officiers. Et ces officiers, donc, ils ont acheté leur office. Il n'y a pas de fonctionnaire d'État sous la monarchie, c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui ont passé un concours pour pouvoir ensuite être des gens qui sont qualifiés pour rendre un service. Alors, les notaires sont aussi des officiers ministériels, mais les notaires rendent un service objectif. C'est que les notaires, ils conservent le cadastre, c'est-à-dire ils conservent le registre des propriétés immobilières. Quand le notaire, c'est la blockchain de l'immobilier. Alors que le minage, ça ne sert à rien. D'accord ? C'est-à-dire que, de fait, on mettrait un godet sur la place du marché et tout le monde viendrait peser ses trucs, et tout le monde serait d'accord. Là, le minage, ça sert à faire vivre le type qui a acheté la charge du droit de miner. Oui. Mais c'est toujours comme ça. Oui, alors non, aujourd'hui, il y a quand même des... Si vous voulez, moi, si je suis là, c'est pas parce que j'ai payé au président de l'université le droit de venir vous raconter les salades. C'est quand même, en principe, parce que j'ai passé un concours administratif pour lequel il y avait des prérequis, et pour lequel il y a eu une publication d'un poste et il y a eu plusieurs candidats. Voilà. Oui, mais je parle des marchés. Ah, sur les marchés. Oui. C'est toujours une entreprise privée qui a acheté à la mairie le droit de peser. Non pas le droit de peser, c'est pas comme ça, mais le droit d'installer des commerçants. Oui, d'accord, mais justement. Mais la différence, c'est que concrètement, la mairie, avec ça, elle finance des services publics. Alors que là, la personne privée n'a aucune nécessité de rien financer du tout. Elle a payé pour un office qui lui rapporte des épices, on appelle ça des épices, et ces épices, c'est ce qui la fait vivre. D'accord ? Son revenu dérive de ce qu'elle prélève sur les citoyens, sur les honnêtes citoyens. Et de fait, de la même manière, les juges, si vous voulez, la justice n'est pas gratuite sous l'Ancien Régime. La justice, c'est qu'il y a quelqu'un qui a acheté la charge de juge, et cette charge de juge, il faut qu'il en vive. Et donc, si vous voulez faire un procès, il faut payer au juge le droit de faire le procès. Concrètement, évidemment, si vous payez un peu plus, le juge sera peut-être plus gentil avec vous, d'accord ? Donc, il n'y a pas de notion de corruption dans cette économie, puisque, par essence, tous les officiers sont corrompus. C'est-à-dire que, de fait, toutes les actions publiques font l'objet d'un paiement. Donc, pour imaginer une administration impartiale, dans un système pareil, il faudrait imaginer que l'administration puisse l'être. D'accord ? Donc, de fait, ce qu'il s'agit de créer, c'est non seulement abolir les douanes internes, mais aussi, parce que là, on a des douanes à l'entrée de toutes les villes. Mais non seulement abolir les douanes internes, mais aussi abolir des fonctions qui font partie des privilèges, d'accord ? Qui sont des fonctions de parasites qui vivent sur le dos du peuple. Il faut les remplacer par des fonctionnaires qui vont vivre, non pas parce qu'ils vont percevoir eux-mêmes une taxe dont ils vont vivre, mais parce qu'ils vont être payés par l'État pour rendre un service de manière impartiale. Et de fait, je ne demande pas à chacun des élèves de me payer. D'accord ? Enfin, je ne fais pas encore ça. Alors j'ai des collègues, pas ici, mais il y a régulièrement des scandales avec des collègues qui, par exemple, font des sites où ils mettent des exercices, où ils mettent leurs cours écrits, etc. Ils font payer aux étudiants. Bon, ça, c'est des pratiques qui sont des pratiques d'Ancien Régime. Alors, évidemment, si je faisais payer mon cours parce que je l'éditais au PUF, par exemple, ou je ne sais pas où, on pourrait dire que c'est contentieux. Là, écoutez, le problème n'est pas là. De toute façon, le cours, on l'a écrit avec Victor et avec Véronique. Il est sur le site. Les films, ils sont sur YouTube. On ne monétise pas les vidéos. On ne fait rien payer. Donc, tout va bien. On est parfaitement dans l'esprit de la Révolution française. Voilà. Bon, alors,
Ceci dit, vous imaginez quand même la nature de la transformation sociale qui s'est opérée dans les quelques mois qui ont suivi 1789. Parce qu'en gros, tous les officiers qui avaient acheté leur charge, on leur a dit, bah, écoutez mes cocos, maintenant, vous allez trouver un travail honnête. D'accord ? Et le boulot, il va être fait par des gens qui sont des fonctionnaires. Il y a eu ça, et puis il y a eu un deuxième truc, c'est que toute la propriété foncière dont on a parlé, qu'est-ce qu'on en a fait ? Ben, on a dit, maintenant, c'est bien national. Et donc, en décembre 1789, on a dit, on prend tout ce qui appartient au couvent, et on va le vendre aux enchères. Et ça va permettre de financer les dépenses de l'État et le paiement des fonctionnaires, et accessoirement, la guerre qui va se préparer, parce que les Prussiens et les Anglais ne vont pas être tendres. Bon, alors, quand vous regardez, par exemple, les géographies parisiennes, vous savez que les couvents ont gardé une emprise territoriale importante à Paris. Il y a plein de couvents à Paris. Pas trop à Tolbiac, d'accord, parce qu'ici, on est plutôt sur le périmètre des anciens gazomètres. Alors, ici, on était vraiment très, très à la campagne. Mais si vous allez dans le 7e arrondissement, par exemple, derrière le Bon Marché, il y a un couvent avec un très grand jardin. Si vous allez dans le 14e, du côté du boulevard Arago, là, en fait, juste en face de la Santé, il y a aussi un couvent avec un très grand jardin. Ou bien, le long du boulevard de Port-Royal, il y a un couvent avec un très grand jardin. Ou bien, dans le 16e, quand vous regardez Google Maps, vous verrez, à part les parcs publics, les plus grands jardins à Paris, c'est les couvents. Question, d'où viennent ces jardins des couvents parisiens si on a tout vendu comme bien national à la Révolution ? Ben, il vient du fait qu'à la restauration monarchique en 1815, on a quand même réinstitué les propriétaires légitimes dans leur propriété. Alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas tout rendu à tout le monde, mais on a rendu, aux congrégations religieuses qui existaient encore une partie de ce qui avait été vendu. D'accord ? Bon, ça a été un des objets importants un des enjeux importants de la politique de la restauration monarchique. Bon, mais donc entre 89 et 92, en gros, on abolit toutes ces charges, on abolit les péages, on abolit toutes ces charges que sont les offices, et on démocratise la propriété de la terre en vendant une grande partie des biens immobiliers qui ont été nationalisés en quelque sorte. Enfin, nationalisés et privatisés aussi sec. Bon, le tarif extérieur commun, ça c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'on remplace les douanes internes par des douanes externes. La création du secteur financier, alors oui, enfin on peut dire que c'est Bonaparte, mais c'est pas le même, d'accord ? Parce que de fait, il n'y a pas vraiment de banque sous Bonaparte. Enfin, ce qu'il y a comme banque sous Bonaparte, c'est ce qu'on appelle la haute banque, qu'on écrit en général avec un H majuscule et un B majuscule. C'est pas des banques au sens actuel, ce sont des banques d'affaires, mais ces banques d'affaires, c'est des banques familiales, d'accord ? C'est comme la banque Malais. C'est en fait des familles de banquiers qui ont l'habitude d'avoir de l'argent, qui font des sociétés en nom collectif et qui organisent le financement, essentiellement le financement de l'État, et puis après ensuite les émissions d'actions ou les émissions d'obligations pour les sociétés de chemin de fer. Mais en gros, c'est un peu comme les banques privées suisses, d'accord ? C'est-à-dire que c'est pas des banques par action, et c'est évidemment pas des banques qui visent une clientèle de déposants, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dépôts en banque. C'est essentiellement des banques qui arrangent des opérations de ce qu'on appelle aujourd'hui private equity, d'accord, donc de participation au capital. Donc c'est des banques d'affaires, mais de petite taille et essentiellement familiales. La première banque qui va être une banque sous la forme d'une société anonyme, c'est ce qu'on va appeler Paribas, mais qui s'appelle à l'origine la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale des Pays-Bas, qui est créée en 1822. Et puis en fait, les grandes banques françaises, ça va être d'abord le Crédit Immobilier, qui est une banque d'affaires qui est créée au début du règne de Napoléon III, qui a un peu l'équivalent de ce que la BPI est, sauf que c'est quand même beaucoup plus la magouille, et ils font faillite en 1867. Et puis les deux vraies grandes premières banques françaises, c'est le Crédit Lyonnais et la Société Générale, enfin, les deux premières banques de dépôt, qui ont pour objectif de collecter des dépôts et de faire des prêts, mais en fait pas tellement des prêts dans le sens moderne, c'est plutôt de l'escompte commercial, d'accord ? C'est escompter les effets de commerce, puisque je vous rappelle qu'un commerçant ne paye pas un commerçant en liquide, en espèces, vous diriez en cash, mais cash c'est la caisse en français, d'accord, donc c'est les espèces. Un commerçant paye rarement un autre commerçant en espèces, il le paye avec des traites ou des effets de commerce, c'est-à-dire la promesse de payer au terme d'un mois, de 2 mois ou de 3 mois, ou éventuellement fin de mois plus 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et de fait, quand on a besoin de transformer ces traites en espèces, on va voir quelqu'un qui pratique l'escompte, et justement, c'est le rôle des banques de pratiquer l'escompte. Or, l'escompte, c'est une forme de prêt, d'accord ? Vous avez reçu de la part d'un client, qui est lui-même un commerçant, une traite, par exemple, à 60 jours fin de mois. Ça veut dire que quand on sera à la fin du mois, il vous paiera 60 jours de plus, donc à 2 mois de plus. Donc concrètement, une traite qui sera tirée le 31 décembre,
Et vous avez besoin de liquidité ou d'espèces. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez au guichet du crédit lyonnais et vous demandez l'escompte de vos effets de commerce, de cette traite, si vous voulez. Le crédit lyonnais va voir quelle est la qualité de la signature. Donc, si c'est Zozo et compagnie à je ne sais où, eh ben, il va vous dire ah oui, monsieur, écoutez, nous aimerions bien vous rendre ce service, mais là, ça n'est malheureusement pas possible, comme dans la chanson de qui vous savez. En revanche, si la signature est connue et honorable, dans ce cas-là, le Crédit Lyonnais va accepter de l'escompter à un taux d'escompte qui va dépendre de la qualité de cette signature. C'est-à-dire que si la signature, c'est la Banque de France, on va vous faire payer un taux d'escompte faible. Si l'émetteur de la traite est moins connu, ben on va vous faire payer un taux d'intérêt un peu plus élevé. Voilà. Et donc, de fait, les prêts qui sont pratiqués par ces banques, c'est pas on vous prête pour aller acheter une voiture, d'accord, mais c'est plutôt on prête aux commerçants qui ont besoin d'espèces en escomptant leur papier de commerce. Mais ça, comme vous le voyez, c'est seulement à partir des années 1860. Et donc, c'est bien là qu'on voit qu'il y a quand même il faut du temps pour que la révolution industrielle se développe, se déploie. Alors, question, comment est-ce qu'on a financé les compagnies de chemin de fer? Ben, c'est pas avec des emprunts bancaires, c'est plutôt avec des emprunts obligataires. C'est-à-dire qu'on a émis sur le marché financier de Paris des emprunts sous forme de parts d'emprunt, d'accord. Les obligations sont des titres financiers qui représentent des parts, qui représentent des titres de créance sur un emprunteur qui émet par exemple 1 million d'obligations de 100 francs, ce qui lui permet de se procurer de la manière 100 millions de francs. Et il y a donc 100 millions qui ont été investis parce qu'il y a des gens qui ont acheté une ou plusieurs obligations, ce qui fait d'eux des créanciers de la compagnie de chemin de fer et des porteurs de titres obligataires qui sont rémunérés par des coupons qui permettent de payer l'intérêt. Bon, puis il y a aussi quand même la question de l'éducation primaire, parce que pour que la révolution industrielle se prolonge, il faut avoir soit une main-d'œuvre qualifiée, enfin il faut avoir une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée pour qu'elle soit apte à utiliser des machines de plus en plus sophistiquées. Et donc en fait, la généralisation de l'éducation primaire, ça se fait en plusieurs étapes. En 1833, on a la loi Guizot, du nom de celui qui est le Premier ministre de l'époque, qui est historien de formation, enfin, c'est un agrégé d'histoire, qui est prof d'histoire à la Sorbonne. Et Guizot instaure donc l'obligation pour les communes de 500 habitants ou plus d'avoir une école. Et en fait, le truc, c'est que, bon, concrètement, il y avait une loi qui avait été promulguée par la Convention. Il y avait ce qu'on appelait alors, d'ailleurs, c'est pas une loi, je pense que c'est un décret. Il y avait eu une proclamation par la Convention, en 1793, de l'obligation et de la gratuité scolaire. Mais en fait, cette proclamation n'avait jamais été suivie des faits, et elle avait été abolie sous la Terreur, c'est-à-dire moins d'un an après. En 1833, donc, la loi Guizot instaure l'obligation pour les communes de se doter d'une école, mais ça ne veut pas dire que l'école est gratuite. Donc il faut payer pour envoyer les enfants à l'école. Et puis en plus, c'est les communes de plus de 500 habitants. À partir de 1850, la loi Fallou, alors là, rend obligatoire la création d'une école de garçons dans toutes les communes, même celles qui ont moins de 500 habitants. Les écoles de filles, c'est pour celles qui en ont les moyens. Mais encore une fois, s'il est obligatoire de construire une école, il n'est pas obligatoire d'y envoyer les enfants. C'est payant et c'est pas une école laïque. Donc c'est seulement une fois que Jules Ferry devient président du Conseil, on ne dit plus Premier ministre ou la Troisième République, c'est quand Jules Ferry devient président du Conseil que sont votées les lois de 1880 et 1882 qui disposent à la fois l'obligation scolaire, donc tous les enfants en âge scolaire, donc entre 6 et 13 ans, doivent aller à l'école, qui disposent aussi l'obligation, je viens de le dire, je rabâche, qui disposent aussi la gratuité de cet enseignement scolaire, de sorte qu'il n'y a pas de discrimination et que tous les enfants peuvent y aller, et qui dispose enfin de caractère laïque des écoles. Donc à l'école, on ne fait pas de l'instruction religieuse, mais on fait de l'instruction civique. Voilà. Et de l'économie domestique aussi, c'est-à-dire que pour les filles, on apprend à coudre et à tenir son budget. Alors pourquoi c'est important l'école? Non seulement parce que ça forme une main-d'œuvre qualifiée, mais parce que ça permet d'apprendre à lire et à écrire. Et alors, c'est un truc idiot, mais ça permet d'apprendre à parler français. Oui. Vous avez dit que pour les banques, oui. ça a parlé pendant les dossiers. Oui. Napoléon, oui. la création de la Banque de France. Oui, vous avez raison. Alors, vous avez raison. J'ai oublié la Banque de France et vous avez raison. C'est un excellent sujet. Le rôle de la Banque. Alors, la Banque de France, c'est une banque privée. La Banque de France ne devient publique en France qu'en 1936. C'est une banque privée
Et elle a un double rôle. Elle a le monopole de l'émission des billets de banque. Les billets de banque représentent une contre-valeur en or. Alors c'est quand même assez pratique parce que ça permet d'éviter de se promener avec une somme d'or. Le problème de l'or, c'est que c'est assez lourd, d'accord ? C'est-à-dire que si vous avez besoin de 1000 francs or, c'est pas encore très lourd, mais quand vous avez besoin de 100 000 francs or, ça commence à faire quelques kilogrammes. Donc si vous voulez payer 100 000 francs or en vous trimballant des caisses d'or, c'est quand même pas très simple. Et donc il vaut mieux se promener avec un billet, avec des billets, ou avec 100 000 francs d'or en billets. Donc elle a le monopole de l'émission des billets, ça veut dire qu'elle est la seule à émettre des billets. Et puis elle a aussi une fonction de prêteur en dernier, enfin elle a une fonction de réescompte, c'est-à-dire qu'elle peut aussi escompter des effets de commerce, mais à condition qu'ils aient déjà été escomptés. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être le premier escompteur d'effets de commerce, mais elle peut être le deuxième escompteur d'effets de commerce. C'est-à-dire concrètement, alors ça ne lui donne pas une obligation de prêter en dernier ressort. Le prêteur en dernier ressort, c'est celui qui vous fournira toujours des liquidités quand vous en avez besoin. En vous faisant payer un taux d'intérêt, certes, mais vous fournira toujours des liquidités. Le prêt en dernier ressort n'est pas dans le mandat de la Banque de France. En revanche, de fait, elle a la possibilité de réescompter, c'est-à-dire que quand vous avez un effet de commerce qui a déjà été escompté, soit par une personne privée, enfin, soit par une personne physique, soit par une personne morale, comme justement une banque privée ou de dépôt, eh bien cette banque peut apporter l'effet de commerce à la Banque de France pour demander son réescompte et obtenir à son tour de la liquidité, c'est-à-dire en gros des francs or. Voilà. Alors, le rôle que la Banque de France a joué justement pour éviter les paniques bancaires en fournissant de la liquidité aux banques d'affaires ou aux agents de change, bref aux agents du secteur financier, ça a fait l'objet de recherches extensives. Alors, le spécialiste de ça, c'est Alain Plessis, paix à son âme, qui était prof d'histoire à Paris-Nice, à Nanterre. Maintenant, il y a un type qui s'appelle Vincent Bignon, qui est économiste à la Banque de France, et qui a écrit pas mal de papiers justement sur la manière dont la Banque de France gérait l'octroi de liquidités pendant les crises financières au long du XIXe siècle. Donc le rôle de la Banque de France, c'est la circulation monétaire, c'est créer des billets, et donc c'est elle qui a le monopole de la création des billets, donc c'est elle qui de fait a le monopole de la création monétaire, et en plus de la création monétaire, c'est la circulation monétaire, donc de fait elle a une politique monétaire, et ça a du sens de se demander quelle est sa politique monétaire pendant les crises. Enfin, c'est un organisme purement privé, qui est administré par des régents, et en gros, les régents, c'est les plus gros actionnaires, et jusqu'à la nationalisation de la Banque de France, entre sa création en 1805 et sa nationalisation en 1936, ceux qui sont les régents de la Banque de France et leurs familles sont considérés comme en gros, les parrains du capitalisme français, si bien qu'il y a une espèce d'expression consacrée qu'on appelle les 200 familles. Quand on dit les 200 familles, ça veut dire les 200 familles des régents de la Banque de France. Sous-entendu, c'est les plus gros capitalistes français. D'accord ? Et si on dit ces 200, plutôt que 100, 1000 ou 25, c'est parce que 200, c'est le nombre donc, des régents de la Banque de France. C'est le nombre des gros actionnaires de la Banque de France qui peuvent siéger, qui siègent au conseil d'administration et qu'on appelle non pas les administrateurs, mais des régents. D'accord ? Donc certes, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire que les banques de dépôt ne se structurent que dans les années 60, mais on a déjà la Banque de France qui est le pilier du système le cœur du système financier à partir de 1905. Donc je reviens un peu sur l'école, parce qu'on a du mal à l'imaginer, mais en 1870 en France, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle français. C'est-à-dire que quand on crée l'école, moi je me souviens de mon arrière-grand-père, qui était né en 1883, et donc qui avait fait la guerre de 14, il avait appris le français à l'école, il parlait limousin, il était de la partie limousine de la Charente, il avait appris le français à l'école, mais il l'avait oublié quand il était rentré chez lui, tout simplement parce qu'il ne parlait pas français à la maison, ses parents ne parlaient pas français du tout, il n'avait pas été à l'école, et sa femme parlait français, elle, mais comme lui parlait mal, elle parlait patois avec lui. Et donc, alors j'ai pas connu mon arrière-grand-mère puisqu'elle est morte pendant la guerre de la grippe espagnole, mais de fait, lui, mon arrière-grand-père, avait oublié le français. Et il y avait énormément de Français qui étaient dans son cas. C'est la raison pour laquelle, quand vous regardez les régiments d'infanterie au moment de la guerre de 14, ils sont constitués sur une base strictement territoriale, parce qu'il faut que les sous-officiers puissent traduire les ordres que donnent les officiers aux hommes. Parce qu'il y a encore beaucoup d'hommes en 1914, comme mon grand-père, comme mon arrière-grand-père qui avait 31 ans en 14, il y a beaucoup de trentenaires qui parlent pas bien ou pas du tout français. D'accord ? Donc, mais bon, ça, la télé va complètement aplanir ça, d'accord ? De même que la télé a fait disparaître un grand nombre d'accents. Mais quand même, il y a un vrai sujet. Quand on parle
de pays archaïques, enclavés, on dit les douanes intérieures, les transports. Il y a aussi que les Auvergnats, ils parlent auvergnat, d'accord, ils ne parlent pas français. Et c'est pour ça qu'ils sont trop auvergnats quand ils arrivent à Paris, c'est parce qu'ils ne parlent pas bien français. Et donc l'école, c'est le premier truc qui va mettre tout le monde à égalité devant le français. Comme quoi, quand on se raconte que nos ancêtres les Gaulois, gna gna, en fait, concrètement, ça fait à peu près un siècle que tout le monde dans ce pays parle français. Il y avait encore... il y avait à Paris des affiches, il est défendu par les Bretons, d'accord, et ou Auvergnat, et ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que les parlers qui ne sont pas le français ont eu quand même une certaine résilience. Ne serait-ce que parce que les gens ne parlaient pas autre chose. Bon. Alors donc, on peut avoir une vision... Alors, disons que cette vision que je vous ai donnée, on peut la voir soit sur un mode institutionnaliste, en se disant, ben, vous voyez, il y a eu des évolutions institutionnelles, et en France, on va se dire, ben, ces évolutions institutionnelles, elles sont extrêmement compliquées, parce qu'on a dit Bonaparte, c'est l'esprit à cheval. En même temps, ce que vous voyez quand même dans l'histoire de France, entre le moment où on a saisi Turgot, 1776, et puis le moment où on parle de Jules Ferry, qu'est-ce qu'il y a eu comme régime politique? Il y a eu la monarchie absolue. Et puis après, il y a eu la Révolution, et donc entre 1789 et 1792, on est sous un régime de monarchie constitutionnelle. En 1792, bon, le roi Louis XVI s'en va à Varennes, il se fait attraper, on élit une constituante, et donc on a un régime d'assemblée qui est le régime de la constituante. Après, pendant un bref moment, on va avoir la terreur, qui est encore un autre régime. Après la terreur, on va avoir le directoire. Et puis le directoire se fond dans le consulat, d'accord. Bonaparte premier consul se fait élire empereur, on a l'Empire. Après, on a une première restauration monarchique, et puis Bonaparte revient de l'île d'Elbe, on a les 100 jours avec la restauration de l'Empire. Bon, pendant ce temps-là, le roi, Louis XVIII, se barre à Liège, et puis à Gand, et puis après il revient de Gand, on a une deuxième restauration monarchique. Après, on a alors ça c'est Louis XVIII. Et puis Charles X, il considère que Louis XVIII, qui était son frère, n'était pas assez bien, donc il a une restauration, il durcit le régime monarchique. Révolution de 1830, pof, on a une nouvelle monarchie qui arrive, qui est d'un quatrième type, qui est une monarchie constitutionnelle, cette fois avec une charte que Louis XVIII octroie à la France. Et puis, nouvelle révolution en 1848, boum, on a une deuxième république qui est liberté, égalité, fraternité. Donc elle est différente de la première république qui était liberté, égalité. 1849, les journées de juin, la république change un peu de nature. 1851, décembre 1851, Bonaparte fait un coup d'État, d'accord, et on monte dans le Second Empire. Second Empire, mais c'est pas fini, parce que en 1800, comme vous savez, le 4 septembre 1870, l'armée française est battue à Sedan par l'armée prussienne, et qu'est-ce qui se passe? On a la proclamation à l'Assemblée à Paris de la déchéance de l'Empire. Donc on entre dans un régime dont on ne sait pas très bien ce qu'il est, puisqu'il n'y a pas de loi constitutionnelle. Alors à Paris est proclamée la commune, en province c'est une espèce de flottement. On a la commune qui dure jusqu'en 1871, qui est écrasée dans le sang par des Versaillais, qui ne vont voter des lois constitutionnelles qu'en 1877. D'accord ? Et encore, qu'est-ce que c'est exactement que ce régime ? Pendant 7 ans, on ne sait pas très bien ce que c'est. À partir de 1877, on commence à appeler ça la Troisième République. Donc si on fait le compte, on a combien de régimes pendant un siècle là ? On a une première monarchie, une deuxième monarchie qui est constitutionnelle, puis une révolution qui nous fait une première république, puis le thermidor, enfin la terreur, puis le directoire, puis le consulat, puis l'empire, puis une première restauration, puis la restauration impériale, puis une deuxième restauration, puis une monarchie constitutionnelle, puis le second empire, puis une espèce d'interrègne, puis la troisième république. On a 14 régimes. Donc allez me raconter que derrière tout ça, il y a la volonté déterminée, la continuité de l'État, bon, c'est un peu compliqué. Donc on peut avoir effectivement une explication qui consiste à dire il y a une dynamique endogène, même si on a un peu du mal à lire la continuité des institutions, la continuité gouvernementale, la continuité de la volonté, tant plus que les électeurs, c'est pas les mêmes, d'accord, parce que monarchie absolue, il n'y a pas d'électeurs. Ensuite, sous Bonaparte, on va avoir un suffrage le suffrage universel, alors qu'avant on avait un suffrage censitaire. Sous Louis-Philippe, donc bref. Alors qu'il y a plusieurs modalités du corps électoral, quoi qu'il en soit, il y a une dynamique institutionnelle qui fait que les institutions changent. Bon, et à un moment donné, Hegel pense que le type qui est le symbole de tout ça, c'est Bonaparte. Mais c'est quand même prêter beaucoup de vertu et de puissance à Bonaparte que de se dire qu'il est la cause de tout ça.
Ne serait-ce que parce que finalement, il a dirigé le pays que pendant le Consulat et l'Empire, c'est-à-dire en gros qu'entre 1798 et 1814. Ça fait long, d'accord, surtout qu'il avait un pouvoir absolu. Mais c'est quand même pas Bonaparte qui, à lui tout seul, a fabriqué la Société Générale, les chemins de fer et l'obligation scolaire. D'accord. Donc, de fait, il s'est passé des trucs indépendamment de lui. Donc, on peut avoir une vision qui est de dire, il y a une dynamique des institutions, et malgré le chaos historique des institutions politiques, d'accord, il y a une espèce de dynamique qui est que le pays se modernise parce que je sais pas quoi, pas forcément l'âme française, mais en gros, la dynamique institutionnelle crée des conditions favorables pour se perpétuer. Et puis on peut avoir une vision un peu plus... il y a une volonté économico-politique qui est active. Et c'est quoi? C'est par exemple que les chanceliers prussiens vont décider d'un processus irréversible qui va faire que la Prusse, enfin, l'Allemagne est aujourd'hui l'héritière de la Prusse telle qu'elle a été voulue par le chancelier Bismarck. Je peux vous la faire en caractère gothique avec l'accent allemand, voire en allemand si vous voulez. Mais concrètement, donc, il y a une politique qui se traduit par des résultats. Et donc, ce qu'on voit comme modernisation de l'État, c'est pas juste le résultat d'une espèce de dynamique politique institutionnelle chaotique dont on voit pas très bien la logique pendant qu'on la vit, mais qu'on peut voir a posteriori, d'accord ? Mais il y a une volonté qui préside aux transformations. Donc, par exemple, dans le cas de la Prusse, il y a un processus d'unification territoriale qui va cristalliser autour de la Prusse du chancelier Bismarck l'espèce de poussière de principauté dont on a vu qu'elle était encore ce qu'on appelle l'Allemagne en 1815. Bon, alors en particulier, les trois moments forts, c'est quoi? C'est la querelle des duchés avec le Danemark. Pourquoi la querelle des duchés avec le Danemark? Parce que le Danemark, on ne peut pas vraiment dire que les Danois parlent allemand. Les Danois, ils parlent danois. Puis si un jour vous essayez de parler danois, vous allez voir que c'est quand même très très différent de l'allemand. En particulier, le problème du danois, c'est que c'est comme le français, une langue où vous écrivez caoutchouc et vous prononcez élastique, ou le contraire. Enfin bon. Alors qu'en allemand, vous lisez ce qui est écrit, d'accord? Bon, mais donc, les Danois, ils parlent une langue germanique, comme les Allemands, mais d'ailleurs de la même façon que les gens qui vivent au Schleswig ou au Holstein, qui sont des duchés maintenant en partie, enfin, qui sont maintenant des Länder allemands, parlaient des dialectes allemands qui n'étaient pas l'allemand de rhénan qu'on parle maintenant partout, d'accord? En fait, en 1864, les duchés de Schleswig et de Holstein sont, en gros, ils font partie d'un certain périmètre danois. C'est-à-dire que, par exemple, un des grands hommes d'État danois du 19e siècle, qui s'appelle Tetens, que je connais bien parce qu'il a aussi écrit des traités d'actuariat, de mathématiques pour l'assurance. Ce Tetens, il écrit en allemand, il écrit en danois. Il se trouve qu'il est du Schleswig et ça ne l'empêche pas d'être conseiller au Conseil d'État du roi danois. D'accord, et de se considérer comme danois. Bon, en gros, les Prussiens en 1864 expliquent que désormais le Schleswig et le Holstein, donc deux territoires qui sont à la base de la péninsule du Jutland, qui est la péninsule danoise, ça fait partie du royaume de Prusse, et que si les Danois ne sont pas contents, ils vont se prendre 25 divisions d'infanterie et 14 de cavalerie sur la tronche, et qu'ils seront battus, et que c'est tout le Jutland qui fera partie de la Prusse. Donc les Danois acceptent gentiment. Les Autrichiens n'entendent pas exactement de cette oreille que la Silésie, par exemple, Silésie, qui était plus ou moins dans l'orbite du Saint-Empire romain germanique, donc de l'Autriche, soit rattachée à la Prusse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les Prussiens déclarent la guerre à l'Autriche et écrabouillent l'Autriche à Zadova en 1866. Et donc, finalement, les Autrichiens sont d'accord pour que la Silésie fasse partie du royaume de Prusse. Voilà. Et puis surtout, le dernier grand moment, c'est quand même que dans une espèce d'histoire alambiquée, de télégrammes pas bien compris, la France déclare la guerre à la Prusse en 1870. Les Français, dont l'armée, je vous rappelle, était tellement prête que, disait le ministre de la guerre, il ne manque pas un bouton de guêtre. Une guêtre, si vous ne voyez pas ce que c'est une espèce de manchon qui protège les chaussures, d'accord, contre la boue. Donc il ne manquait pas un bouton de guêtre, mais on s'est quand même fait absolument rétamer par les Boches, qui, eux, avaient probablement des boutons de guêtre en trop ou en moins, je ne sais pas, mais en tout cas, ils avaient une armée mieux organisée. Le résultat, c'est que non seulement on a perdu les batailles qu'on a menées, mais en plus, Bazaine, qui était en gros le commandant en chef des armées de l'Est, a fait une manœuvre idiote, c'est-à-dire qu'il a été s'enfermer dans la citadelle de Nancy, où il a été assiégé par les Allemands, et comme la citadelle de Nancy n'est pas du tout équipée pour qu'on tienne avec une garnison de 140 000 hommes, au bout d'une semaine, de 15 jours de siège, il se rend avec 140 000 hommes, c'est-à-dire en fait avec le gros de l'armée qui était capable de résister. Donc en fait, en 1870, la France est écrabouillée par l'Allemagne,
Et ça, pour tous les États allemands, enfin par la Prusse, par le royaume de Prusse. Et ça, pour tous les États allemands qui se sont fait écrabouiller 25 fois par Bonaparte, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même eu 10 coalitions contre Bonaparte, et qu'à part la dernière, enfin, à part les 2 dernières, il a quand même gagné les 8 premières guerres, d'accord. Donc pour les Allemands, la France, c'est Louis XIV qui rase le Palatinat et qui fout le feu, et Bonaparte qui rase à peu près tout ce qu'il y a à raser en Allemagne, d'accord. Donc de fait, les Allemands ne nous aimaient pas beaucoup. Enfin, et il reste quand même certains Allemands qui se souviennent qu'on n'a pas été très gentils avec eux. Donc, pour les Prussiens, de battre la France, c'est symboliquement mettre un terme à 2 siècles de maltraitance par ces diables de Français. D'accord ? Et donc, de fait, tous les États allemands reconnaissent que le patron, c'est la Prusse. D'accord ? Et donc, ils acceptent de se réunir sous la houlette du royaume de Prusse, qui, de fait, devient un empire de Prusse. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le Deuxième Reich, d'accord ? C'est parce que le Deuxième Reich, c'est le Reich prussien tel qu'il existe à partir de ce moment-là. Bon, alors, il y a un processus d'unification territoriale, il y a aussi un processus d'unification douanière, parce qu'en parallèle à cette unification, il faut le dire, militaire et politique, les Prussiens mènent à bien une union douanière qui s'appelle Zollverein, parce que Zoll, c'est les douanes, et Verein, c'est l'unité, d'accord ? Zoll, par exemple, quand vous passez en Suisse, normalement, il y a des panneaux avec écrit Zoll dessus. Il y a écrit Halt, Zoll, douane. Donc Zoll, c'est la douane. Et en fait, le Zollverein, d'abord, c'est une union douanière, pardon, c'est une union douanière qui est en fait essentiellement les États du royaume de Prusse et les petits voisins. Et en fait, en 1834, il intègre des États du Rhénan, comme le Hesse et le Württemberg, le royaume de Bavière, qui est le principal État allemand après la Prusse, et la Saxe, qui est, alors là, pas du tout Rhénan, d'accord, qui est plutôt à l'est. Et puis en fait, le Zollverein progresse par petits pas jusqu'en 1854, sous l'influence intellectuelle d'un type qui s'appelle Friedrich List, qui n'est pas du tout qui n'est pas le Friedrich List qui compose des sonates pour piano, d'accord, mais qui est l'auteur d'un Nationalsystem der politischen Ökonomie, qui est donc l'ouvrage théorique qui explique que pour développer une industrie, un national system, donc un système national d'économie, il faut des barrières douanières pour développer une industrie forte, pour faire des gros canons, d'accord, pour être le plus fort. Et donc c'est List qui est le théoricien du protectionnisme éducateur, d'accord. Le protectionnisme éducateur, c'est-à-dire qu'il faut des barrières douanières pour qu'on puisse se constituer une industrie à l'abri de la concurrence étrangère. Bon, alors attention, parce que ce protectionnisme éducateur, c'est un protectionnisme qui est libéral aussi, c'est-à-dire de fait, c'est la libre entreprise, la libre concurrence à l'intérieur des frontières qui permettra de développer l'industrie. Voilà. Et donc, de même qu'on construit un tarif extérieur commun plus vite qu'on ne fait l'unité politique, de même, on va unifier cet espace économique par la construction de chemins de fer. La première étant la ligne de Nuremberg à Fürth, et en gros c'est la Bavière. Et puis, on va construire les grandes lignes à partir des années 1850. Et on aura un réseau de 63 000 km en 1913, qui est le plus important d'Europe. Alors, pour construire ces lignes de chemin de fer, on va en partie utiliser le financement bancaire, mais en fait, au départ, on va essentiellement utiliser du financement obligataire, comme en France et en Grande-Bretagne, donc les marchés financiers. Les banques allemandes se structurent un peu au même moment que les banques françaises, c'est-à-dire plutôt dans la décennie 70 que dans la décennie 60, autour de la Commerzbank, qui est une banque hambourgeoise. Je vous rappelle que Hambourg, c'est le grand port de l'Allemagne, c'est le grand port commercial de l'Allemagne, c'est donc là qu'il y a une bourgeoisie marchande. Et donc, c'est pas un hasard si la banque hambourgeoise s'appelle la Commerzbank. C'est la banque, effectivement, c'est la banque du grand commerce. À Francfort, on a la Deutsche Bank, parce que Francfort, c'est la place financière allemande. Donc, place financière, c'est le marché financier, là où il y a les émissions d'obligations. Et de fait, c'est une place financière, c'est la troisième place financière d'Europe dans la deuxième moitié du 19e. Et la dernière banque importante, c'est la Dresdner Bank, qui est donc à Dresde, comme son nom l'indique, et parce que Dresde, ça reste un centre industriel important. La Saxe, c'est un centre industriel important, dont on a vu qu'il s'y développait une industrie non négligeable. C'est pas la ville la plus industrielle, parce que Halle, par exemple, est très industrielle aussi, mais c'est plutôt la capitale culturelle et administrative. D'accord. Dresde, c'est une ville absolument magnifique. Vous savez, c'est celle qu'on appelle la Venise de l'Est. Et puis l'éducation. Alors l'éducation, c'était ce qui était venu en premier.
Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, les guerres napoléoniennes, c'est-à-dire l'effondrement militaire de l'Allemagne face à la France, alors même que l'armée prussienne était une armée de métier, et l'armée de la République, c'était une armée de gueux, d'accord, une armée de paysans mal dégrossis. Je vous rappelle qu'en 1792, on proclame la levée en masse, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des mercenaires suisses, comme on l'avait toujours fait, on prend des paysans pour aller faire la guerre, donc des analphabètes qui savent rien faire, et malgré ça, on écrabouille tout le monde avec. Pourquoi? Parce que Bonaparte est, en plus d'être un génie stratégique, un génie tactique, c'est-à-dire qu'il organise l'armée de telle sorte que, sur le terrain, les unités les plus aguerries sont en soutien des unités les moins formées au combat, et les canons sont disposés de manière telle que, de fait, l'armée française est la plus efficace. Et le choc de l'écrasement des armées prussiennes, qui étaient pourtant des armées qui traditionnellement étaient des armées puissantes, qui avaient été réformées par Frédéric Guillaume IV et par Frédéric II, le choc de l'écrasement de l'armée prussienne par l'armée française fait que les Allemands se disent il faut qu'on réorganise le pays administrativement, et en particulier qu'on réorganise l'éducation, parce que c'est parce qu'on aura des citoyens mieux formés qu'on aura des meilleurs soldats. Et c'est le grand savant Humboldt qui est à l'origine de la réforme de l'enseignement, qui au début est quand même minimaliste, mais qui petit à petit va se généraliser, et donc on va avoir un enseignement, de qualité. On a un enseignement de qualité dès 1810, mais il n'est pas encore généralisé, mais il se généralise au long du 19e, et donc justement de l'extension territoriale de la Prusse. Bon, alors ça c'est pour vous donner une idée de ce qu'était le morcellement de l'Allemagne. Vous voyez que ce qui marche en premier, c'est le Zollverein. Donc le Zollverein, c'est quoi? Au début, c'est ce qui est bleu foncé, et donc c'est la Prusse, la Saxe, la Bavière, le Wurtemberg dès 1834, enfin la Prusse en 1818, et puis ensuite la Saxe en 1834. On récupère on récupère le Schleswig, qui est donc la base du Jutland, c'est celui qui est en vert le plus clair, en 1864. Après Zadova, on récupère le Hanovre, le Bade, le Luxembourg et des choses comme ça, enfin la partie allemande du Luxembourg. Et ensuite, après 1870, on récupère évidemment l'Alsace et la Lorraine qui sont prises à la France. Enfin, reprises à la France, diraient les Prussiens, puisqu'elles avaient été prises par Louis XIV en 1668. Bref, ce qu'on peut penser avec l'Allemagne, c'est qu'on a affaire à une volonté politique claire de développement économique et grâce à une union politique, une union douanière, une politique d'éducation, une politique de développement des transports. Bref, les 4 points qu'on a vus, ce n'est pas le résultat d'évolution institutionnelle endogène dans un environnement politique chaotique comme en France, mais c'est le résultat d'une politique déterminée qui est celle du Royaume de Prusse, qui a toujours été du côté des Lumières et donc de la politique éclairée. C'est une façon de voir les choses. C'est aussi la manière dont le Japon de l'ère Meiji, la Turquie du Tanzimat, la Chine de Chiang Kai-shek, la Corée d'après la guerre de Corée, la Malaisie de Mahathir voient leur propre développement économique, d'accord, c'est-à-dire un pouvoir politique extrêmement fort, avec un projet d'union politique, enfin de réunion politique, de forte commande politique, en vue de faire un développement économique. J'ai oublié Singapour, mais effectivement, quand on voit ça, le Japon de Meiji, la Turquie, c'est pas trop le Tanzimat qui a marché, mais c'est plutôt, je vais arriver, Atatürk, la Chine de Chiang Kai-shek, la Corée militaire, la Malaisie de Mahathir, le Singapour de Lee, enfin bref, tous ces régimes qui sont des régimes autoritaires ont procédé à des réformes structurelles et institutionnelles qui ont effectivement permis un développement industriel. D'accord. Et on voit en fait que même dans les pays où il n'y a pas eu une volonté politique clairement exprimée de faire la révolution industrielle, alors on reviendra sur le Japon de Meiji, on reviendra sur la Turquie, on reviendra un tout petit peu sur la Chine, mais donc même si c'est évident qu'il y a eu une volonté de faire une révolution industrielle à Singapour, au Japon Meiji, etc., on ne peut pas dire qu'il y a eu une volonté politique de faire la révolution industrielle au Royaume-Uni. Pour la bonne et simple raison que de la même manière que le Royaume-Uni faisait la révolution industrielle, en fait, il inventait la révolution industrielle, donc il n'y avait pas de concept préexistant. Le roi d'Angleterre ne s'est pas réveillé un beau matin en disant « Tiens, aujourd'hui, on va faire la révolution industrielle, dites donc ». Non, tout simplement parce que la révolution industrielle se faisait. Et il n'y avait pas un maître de grammaire
pour dire à M. Jourdain que quand il parlait, ça s'appelait de la prose, d'accord ? Donc il n'y avait pas un maître de grammaire pour expliquer aux Britanniques qu'ils étaient en train de faire de la révolution industrielle. Alors dans le cas des suivants, ils pouvaient vouloir imiter le leader. Mais dans le cas de la France, ce qu'on voit, c'est quand même que la volonté d'imiter le leader, elle n'est pas très claire. Elle est d'autant moins claire qu'en fait, la volonté du leader, elle n'est même pas claire. Puisqu'on a vu, quand les conservateurs sont au pouvoir, ils prennent parfois des lois, ils reviennent sur des lois qui ont été prises par les libéraux, qui étaient des lois, en gros, qui avaient pour but... Et donc, les conservateurs, quand ils arrivent au pouvoir, ils rendent plus difficile le fonctionnement du marché du travail, tout simplement parce qu'ils empêchent les patrons de faire bosser les enfants à n'importe quel âge. Et donc, de fait, dire on va copier les Anglais, vous copiez les Anglais libéraux ou vous copiez les Anglais conservateurs? Et en France, on voit bien qu'en France aussi, il y a une alternance entre des gouvernements un peu libéraux et des gouvernements extrêmement réactionnaires, comme sont les gouvernements de la restauration monarchique. Bon. Alors, parmi les débats de politique économique, une des questions âprement discutées, c'est la question du libre-échange. Et aussi bien chez les Français que chez les autres, il n'y a pas une réponse unanime, il n'y a pas une progression linéaire, d'accord ? Bon, on a l'impression que l'Angleterre est traditionnellement le pays du libre-échange, mais l'Angleterre devient le pays du libre-échange à partir de 1846, d'accord ? C'est avec l'abolition des Corn Laws. Les Corn Laws, c'est donc les lois qui interdisent d'importer du blé, enfin des céréales en général, d'accord ? Puisque je vous rappelle que corn en anglais, c'est les céréales en général, et pas seulement le maïs comme en anglais américain. Donc il y a des lois qui interdisent d'importer des céréales tant que le prix des céréales est inférieur à un certain montant, qui est en l'occurrence 80 shillings de boisseau pour la Corn Law de 1814. Et à quoi ça sert ? Ça sert à protéger alors évidemment, ça sert à protéger les revenus des pauvres petits paysans anglais qui seraient malmenés par la concurrence extérieure. Enfin, vous comprenez que ce n'est pas les pauvres petits paysans anglais qui prennent les votes à la Chambre des Lords, c'est les gros lords bien gras qui possèdent des centaines d'acres, voire des milliers, voire des dizaines de milliers d'acres, qui s'en mettent plein les fouilles quand les prix du blé sont les plus élevés. Donc l'intérêt des Corn Laws, ce n'est pas seulement celui des pauvres petits paysans, mais c'est aussi celui des gros propriétaires qui votent les lois. Et Ricardo, lui-même propriétaire terrien, non pas parce qu'il a hérité de la terre, en France c'est le seul moyen de devenir propriétaire terrien, mais parce qu'il a pu acheter des terres grâce à l'argent qu'il a gagné en bourse. Et vous savez comment Ricardo a gagné son fric en bourse ? En pariant sur la victoire de Napoléon. Non, en pariant sur la victoire de Napoléon. Non, ce qu'il a fait, c'est que alors, il n'a pas parié tout le temps sur la victoire de Napoléon, parce que sinon il aurait fini par perdre, mais il a parié, en fait tout le monde pensait, non, je ne devrais pas dire la victoire de Napoléon, mais tout le monde pensait qu'avec l'affaiblissement de Napoléon, qui devient évident à partir de 1812, d'accord, c'est-à-dire que quand Napoléon va s'embourber dans le merdier, il faut le dire, enfin, dans le guêpier russe, il est évident que les jours de l'Empire comme régime politique et de Bonaparte comme leader de ce régime sont comptés. Que Napoléon part avec une armée de 800 000 soldats, il rentre avec 120 000, la France sera singulièrement affaiblie lors de la guerre suivante. D'accord ? Et donc ça ne va plus être soutenable. Mais justement, à ce moment-là, tout le monde pense que les Français vont être liquidés militairement, liquidés politiquement et liquidés économiquement. Et donc que la France ne pourra pas rembourser les emprunts que Napoléon a contractés. Et donc, justement, les obligations que l'État français a contractées, donc les titres de dette que l'État français a émis, et qui ont été... Les guerres napoléoniennes ont en partie été financées par les investisseurs britanniques, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, la valeur de ces obligations françaises se met à baisser à la bourse, parce que les gens pensent que les Français ne rembourseront pas. Et Bonaparte, mais Ricardo achète à ce moment-là, donc il achète la dette française à 30 francs, l'obligation de 100 francs, et en fait, en dépit d'une première défaite de Bonaparte qui donne le Congrès de Vienne, et d'une deuxième défaite qui donne Waterloo, enfin qui est Waterloo, mais en fait, la France, les Bourbons qui reviennent, donc les rois qui reviennent, disent qu'ils paieront la dette. Et donc là, du coup, la valeur de la dette augmente en bourse, et Ricardo a triplé sa fortune. Voilà. Bon, donc de fait, Ricardo a fait sa fortune, non pas en pensant que Napoléon allait gagner, mais tout en pensant que les Français allaient quand même honorer leur dette. Et comme il avait très bien, comme c'était un mec très intelligent évidemment, il avait compris que quand les Corn Laws sont passés, que c'était extrêmement favorable aux propriétaires terriens, et que les propriétaires terriens allaient gagner beaucoup d'argent, et que la valeur des terres allait augmenter.
Et donc, ce qu'il a fait, c'est son pognon qu'il avait gagné en bourse, il l'a consacré à acheter des terres. Maintenant, je vous déconseille de faire comme lui, parce qu'à court terme, il n'est pas certain que les terres agricoles augmentent. Je ferme la parenthèse, et je dis donc que les Anglais ont été protectionnistes sous l'influence des propriétaires terriens. D'accord ? Alors, en fait, le système des corn laws a évolué, d'accord ? Mais l'idée, c'est que il y a des droits sur les blés, il y a des droits sur tous les produits manufacturés. Ces droits sur tous les produits manufacturés, ils sont de l'ordre de 37,7%. Pourquoi 37,7%? C'est pas que les Anglais sont spécialement vicieux, mais c'est que quand vous avez des droits qui s'expriment en shillings par livre, d'accord, ou en shillings et pence par livre, parce que c'est pas seulement des shillings, si c'est des shillings, les shillings, c'est les 5% de livres. Je vous rappelle qu'à l'époque, la livre, c'est 20 shillings de 12 pence, et c'est le cas jusqu'en 1972. Aujourd'hui, la livre, c'est 100 pence, mais entre l'aube de l'humanité et 1972, la livre, c'est 20 shillings de 12 pence, et donc, vous pouvez avoir des 37,7% quand vous prenez un certain nombre de shillings et un certain nombre de pence, d'accord ? Il y a des importations qui sont tout simplement interdites pour protéger l'industrie nationale, c'est le cas notamment des importations de soieries. Voilà. Non pas qu'on fabrique de la soie, mais on la travaille. Bon. Les règlements douaniers, ils ont en particulier un rôle stratégique. Non seulement ils protègent les intérêts des propriétaires terriens, mais ils protègent aussi des secteurs dont on pense qu'ils sont stratégiques. Alors, le premier secteur qu'on cite à l'appui de ça, c'est les actes de navigation. Les actes de navigation, c'est donc une loi qui a dû être prise par Jacques Ier ou par Cromwell, je ne sais plus, qui interdit aux marchands anglais de faire voyager leurs marchandises sur des navires qui ne battent pas pavillon anglais. Concrètement, vous êtes anglais, vous voulez faire du commerce, il faut utiliser la flotte anglaise. Pourquoi ? Parce que comme les Anglais sont les meilleurs commerçants du monde, eh bien, ils vont financer l'édification d'une flotte de commerce qui sera la meilleure flotte du monde. Accessoirement, il y a une deuxième raison, c'est que quand on fait la guerre sur mer, on a besoin de marins, et les marins, c'est pas des marins militaires permanents, c'est des marins qu'on va chercher sur les navires de commerce. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes marin de la marine marchande, quand il y a la guerre, ben on tire au hasard dans les marins de la marine marchande ceux qui vont venir servir sur les bateaux de Sa Majesté. Inutile de vous dire que personne n'a très envie d'aller servir sur les bateaux de Sa Majesté, c'est pour ça qu'on les tire au sort. Et ceux qui ne sont pas contents, qu'est-ce qui se passe? Non, on les fouette à mort. Comment? On les fouette à mort. Oui. Enfin, ça revient à peu près au même, vous me direz, mais ça dure plus longtemps, et ce que certains apprécient, surtout les Anglais, et surtout, c'est beaucoup plus spectaculaire. Croyez-moi, quand vous fouettez quelqu'un à mort sur un port, les marins comprennent de quoi il en ressort. D'accord ? Quand vous le fusillez, on se dit que c'est qu'un mauvais moment à passer, mais quand on entend le mec gueuler toute la nuit, on se dit que finalement, même si c'est pas très rigolo d'aller servir sur un navire de ligne, ça vaut peut-être mieux. Alors, en fait, les restrictions au commerce britannique, elles sont pas dans une seule direction, d'accord ? C'est-à-dire qu'elles sont dans les deux directions. C'est à la fois, les Anglais interdisent l'importation des marchandises dont ils veulent protéger la production, ou ils interdisent l'importation des services, dans le cas des services de navigation, mais les Anglais interdisent aussi l'exportation des marchandises stratégiques pour pas qu'on puisse les copier. Donc, par exemple, ils interdisent aux ouvriers qualifiés de voyager à l'étranger, parce que si les ouvriers qualifiés voyagent à l'étranger, c'est pas pour aller à Euro Disney ou pour aller faire des rêves à Ibiza, d'accord ? C'est plutôt parce qu'ils vont aller trouver du boulot sur le continent. Il ne faut pas qu'ils aillent trouver du boulot sur le continent, parce que s'ils vont trouver du boulot sur le continent, on va apporter au continent du savoir-faire qui va permettre au continent de fabriquer des machines, qui va permettre d'être à ces bloody Frenches, d'être compétitifs. Et on interdit aussi les exportations de machines, enfin, les machines, celles qui sont désignées par le décret qui interdit leur exportation, même si évidemment il y aura de la contrebande. Mais de fait, l'idée c'est quand même que, à la fois on veut protéger les productions nationales, ce qui permet de bénéficier de rentes, et on veut protéger la compétitivité nationale en empêchant d'exporter le savoir-faire et les machines. Alors, cela dit, les corn laws sont quand même très impopulaires. Pourquoi ? Parce que ça augmente le prix du pain, et comme vous le savez, le pain, c'est ce que les gens mangent. Bon, donc, de fait, il y a une anti-corn law league qui se constitue autour d'un garçon qui s'appelle Richard Cobden. Et en fait, Richard Cobden, l'origine de ses idées, c'est quoi ? C'est Ricardo, tout simplement, et Jeremy Bentham, qui était en fait lui aussi pour la liberté du commerce avant même Ricardo.
Cette Anti-Corn Law League, donc c'est une ligue, ça veut dire c'est une organisation politique, c'est pas un parti, d'accord. Mais c'est en gros comme une association dont le but est de faire la propagande de l'idée que le protectionnisme, c'est pas bon parce que ça augmente les prix du pain. Finalement, l'Anti-Corn Law League réussit à convaincre les parlementaires qu'il faut voter l'abolition des corn laws, ce qui n'est pas facile puisque en 1846, c'est-à-dire quand est votée l'abolition des corn laws, 80% des parlementaires sont des propriétaires terriens. Donc, ils votent effectivement une loi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est pas de gaieté de cœur, parce que ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts économiques. Ceci dit, petit à petit, le libre-échange devient populaire en Angleterre. Pourquoi ? Parce que petit à petit, on se rend compte que le libre-échange permet de faire baisser le prix des biens de consommation sans avoir d'impact sur les revenus. Et donc, du coup, quand on est en situation de consommer les productions du monde entier, le libre-échange, ça a l'avantage qu'on peut les consommer pour moins cher. Voilà, et c'est comme ça que les Anglais deviennent libre-échangistes. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec l'abolition des corn laws ? Il se passe que au moment où on abolit les corn laws, la navigation maritime n'a pas encore atteint un niveau de perfection qui fait que les coûts de transport sont négligeables. Et donc, en fait, l'abolition des corn laws n'a pas un impact important sur les prix dès qu'elles sont votées. C'est seulement une quinzaine d'années après, même plutôt, c'est seulement dans les années 1880, quand, en particulier, l'Amérique on pourra facilement atteindre l'Amérique en clipper. Et en gros, quand le développement des clippers puis des navires à vapeur va permettre de faire considérablement baisser les coûts de transport, que le prix du blé va baisser considérablement. Alors, à partir de l'abolition des corn laws, les Anglais vont mettre en place un libre-échange de manière unilatérale, c'est-à-dire qu'ils vont pas demander à leurs partenaires commerciaux de faire le libre-échange. Et comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Ils vont faire ça en réintroduisant un impôt sur le revenu qui avait existé pendant la guerre napoléonienne. En 1842, donc, on a un impôt sur le revenu qui permet en fait de limiter les droits de douane, puisque les droits de douane, avant 1842, étaient la principale ressource du budget de l'État. En 1845, je vous prie de m'excuser, on supprime les tarifs douaniers sur un grand nombre d'articles. En 1846, c'est nos fameuses Corn Laws. En 1849, on supprime les actes de navigation de 1651. Donc les Anglais peuvent désormais affréter des navires ou utiliser pour le transport de leurs marchandises des navires qui ne sont pas des navires battant pavillon britannique. En 1853, Gladstone poursuit la réforme fiscale, c'est-à-dire qu'il accroît l'impôt sur le revenu pour continuer à diminuer les droits de douane. Et en 1860, en fait, Gladstone parachève le démantèlement du protectionnisme en signant le traité de libre-échange avec la France. C'est-à-dire que concrètement, la Grande-Bretagne et la France n'ont pratiquement plus de droits de douane entre eux. Il reste de droits de douane que sur certains articles comme le thé, le café, l'alcool, les vins, qui ont un rôle en fait essentiellement fiscal. C'est-à-dire que, quand je dis c'est un rôle essentiellement fiscal, c'est-à-dire que les Français sont certes des producteurs de café, mais ce n'est pas les plus gros producteurs de café, comme vous pouvez vous en douter. Parce que le café, alors quand je dis les Français ne sont pas les plus gros producteurs de café, techniquement, on peut produire du café aux Antilles, d'accord, mais on en produit moins que les Antilles espagnoles, ou que l'Amérique latine. Donc de fait, il ne s'agit pas pour les Anglais d'avoir un avantage stratégique, parce que les Anglais feraient du café en Écosse, et ils voudraient barrer la route du café martiniquais, d'accord ? Non, c'est pas ça. Le sujet, c'est surtout que, comme le café, l'alcool, le vin, etc., c'est traditionnellement des consommations sur lesquelles on lève des impôts. Donc ces impôts, ils sont sous forme de droits de douane, d'accord ? Donc de fait, c'est pas un obstacle au libre-échange, c'est simplement un truc purement fiscal. Voilà. Donc en fait, l'avènement du libre-échange quasi complet en seulement 15 ans, en gros, entre 15 et 20 ans pour la Grande-Bretagne, ça correspond évidemment à l'apogée de l'économie britannique, parce qu'on est toujours libre-échangiste quand on est le plus fort, puisqu'on n'a rien à craindre. D'accord ? Et donc à cette époque-là, la Grande-Bretagne produit la moitié de la production mondiale de fonte en 1860. Elle arme les 3/4 des navires, donc les 3/4 de la flotte de commerce mondiale sont britanniques. Elle exporte 40% des produits industriels et contrôle à elle seule 1/4 du commerce mondial. Alors, ne contrôler qu'1/4 du commerce avec les 3/4 des navires, c'est pas brillant. Mais c'est parce que, oui, on compte pas j'aurais dû dire 3/4 des navires de grand commerce, d'accord ? On compte pas les navires de cabotage. Que de fait, les boutres de la mer Rouge
Ça, c'est pas la Grande-Bretagne. Donc ça fait beaucoup de navires qu'on n'a pas compté dans les 3/4 des navires de haute mer. Ça fait aussi beaucoup de commerce, mais en tout, ça fait finalement qu'un quart du commerce mondial. Bon, alors, en fait, à partir des années 1860, la Grande-Bretagne se met à décliner relativement. Quand je dis décliner relativement, ça ne veut pas dire qu'elle décline dans l'absolu, bien au contraire. Mais de fait, la part de la Grande-Bretagne dans le commerce mondial et dans la production mondiale baisse au profit de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Russie impériale et même de la France. Mais il y a aussi quand même, c'est vrai qu'on peut penser que les produits britanniques perdent de leur compétitivité. C'est non seulement que le marché augmente, mais dans ce marché en augmentation, les Britanniques perdent de la compétitivité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des équipements qui vieillissent, ils ont du mal à moderniser leurs industries lourdes, et en fait, dans ce qu'on va appeler la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire l'électricité, l'automobile, la chimie industrielle, ils ont du retard, alors pas uniforme sur tout le monde, mais par exemple, c'est vrai que dans l'automobile ou dans la chimie, ou même dans l'électricité, ils sont en retard par rapport aux Allemands. Alors, ce qu'on a dit là, c'est qu'en gros, on voit le processus de développement, on voit que le développement de la révolution industrielle, ça nécessite des changements institutionnels. On voit que ces changements institutionnels, ils ont été désirés de manière plutôt cohérente en Allemagne, ou bien il y a des moments où il y a des moments de cohérence en France ou en Angleterre, mais la cohérence de la volonté politique, elle apparaît plutôt en Allemagne, alors qu'en Angleterre et en France, on a plutôt l'impression, a posteriori, qu'il y a une espèce de continuité du changement institutionnel, mais dans le changement institutionnel. On voit aussi, on vient de voir aussi, qu'après, une fois que la révolution industrielle s'est suffisamment diffusée, on peut passer au libre-échange, avec comme difficulté que le libre-échange, ça peut entraîner une obsolescence des industries nationales, mais ça peut aussi être un aiguillon à leur modernisation. Bon, en gros, on se dit que tout le monde suit en gros les pas de la Grande-Bretagne, et une fois donc que la révolution industrielle, c'est plus juste une pompe à feu dans les rues de Paris, mais ça s'est diffusé en France, ça s'est diffusé en Belgique, ça s'est diffusé en Allemagne. Concrètement, qu'est-ce que c'est la puissance industrielle de l'Europe alors que la révolution industrielle se développe ? Si on prend le début du processus d'industrialisation partout, le moment où ça accélère, 1840, le Royaume-Uni file 192 000 tonnes de coton en 1840, donc transforme 192 000 tonnes de balles de coton en fil. À la même époque, la France fait 54 000 tonnes, les États-Unis 40 000 tonnes, ce qu'on va appeler l'Allemagne, mais on se souvient qu'en 1840, l'Allemagne, c'est 38 pays, d'accord ? Il y en a qui sont dans le Zollverein, il y en a qui n'y sont pas, etc. Donc, le périmètre de l'Allemagne actuelle, c'est 11 000 tonnes, la Belgique, c'est 7 000 tonnes. Si on prend maintenant 1913, en 1913, la Grande-Bretagne file 869 000 tonnes de coton, donc elle file 4 fois plus que ce qu'elle filait 40 ans avant. Mais, alors que en 1840, la Grande-Bretagne, à elle seule, elle filait presque 2 fois plus que tous les autres, en fait, en 1913, elle file moins que les États-Unis et à peine le double de ce que file l'Allemagne. Et donc, elle file plus du tout plus que tous les autres réunis. D'accord ? Elle file moins que le plus gros producteur qui est les États-Unis. Bon, si maintenant on regarde la production d'acier, ce qu'on voit, c'est que en 1800, alors c'est même la production de fer et d'acier réunis. D'accord ? Je vous rappelle que le fer, c'est un acier avec plus d'impuretés, donc c'est plus mou. Donc, quand vous faites des pièces en fer, vous ne pouvez pas faire des pièces qui demandent une résistance mécanique exceptionnelle. Si c'est des rails, ça va s'user. Si c'est des lames, ça ne va pas couper bien. Donc l'acier, en revanche, le taux de carbone est contrôlé, les taux des autres minerais sont faibles. Donc ça permet d'avoir de la dureté et éventuellement d'autres propriétés mécaniques si on inclut des minerais d'alliage qui permettent d'obtenir les propriétés mécaniques qu'on veut. Et donc, si on fait l'ensemble de la production fer et acier, je laisse de côté la fonte, en 1840, la Grande-Bretagne produit 1 million de tonnes, 1,3 million de tonnes, c'est-à-dire une fois de plus que les États-Unis et l'Allemagne réunis. Et même si je n'ai pas trouvé les chiffres pour le reste du monde, enfin, on va dire la France, la Belgique, l'Autriche et la Russie, il est à croire que la France, la Belgique, l'Autriche et la Russie, c'est le même ordre de grandeur que l'Allemagne ou les États-Unis. C'est-à-dire c'est de l'ordre de 400 000 tonnes. Donc quand on fait la somme de US plus Allemagne plus tous les petits pays, on est à moins que la production britannique. En 1870, la production britannique a été multipliée par 5,
la production américaine aussi, la production allemande par 8, et on peut penser que la production des autres pays, c'était entre 5 et 8. Mais il n'empêche que la production britannique reste plus importante que la production de tout ce petit monde réuni. En 1913, les Britanniques produisent maintenant 10,4 millions de tonnes de fer et d'acier réunis. C'est-à-dire que leur production a augmenté en 43 ans de 50%, alors que la production américaine a été multipliée par 20, allez, 18 si vous voulez, la production allemande par 12, et la production des autres pays réunis par 6. D'accord ? Et donc, de fait, maintenant, le Royaume-Uni ne produit plus que la moitié de ce que produit l'Allemagne ou le tiers de ce que produisent les États-Unis, alors que 70 ans avant, ils produisaient 3 fois plus. Donc, de fait, l'Angleterre se fait rattraper, puis dépasser par les pays neufs. D'accord ? Alors, quand même, il faut indiquer que la raison pour laquelle la Grande-Bretagne se fait rattraper puis dépasser, c'est parce que les techniques de production évoluent. Par exemple, si on regarde le cas de l'acier, en fait, la manière que les Anglais ont de produire de la fonte au début de la révolution industrielle, c'est qu'ils ont des fours à peudelage, qui sont des fours en briques de petite taille, qui permettent de fabriquer de quoi ? C'est-à-dire de la fonte. Et puis après, on décarbure la fonte, c'est-à-dire qu'on enlève le carbone qui est dans la fonte, et ça fait du fer. D'accord ? Bon, alors ces fours, ils sont de petites dimensions. Ils sont d'autant plus de petites dimensions qu'en fait, il y a un seul ouvrier qui va être capable de brasser le lingot de fonte en fusion avec son crochet, d'accord ? Et donc la taille du four, c'est aussi la taille de la quantité de fonte qu'un seul ouvrier est capable de manipuler d'un coup. Donc on fait la fonte par paquet de 30 ou 40 kilos. D'accord ? Les technologies qui vont être mises en œuvre pour fabriquer de l'acier, ça va permettre de faire des centaines d'aciers d'un coup, grâce à ce qu'on va appeler un convertisseur. Le premier convertisseur connu, c'est le convertisseur Bessemer. Le convertisseur Bessemer, comme vous voyez, c'est une espèce de boule dans laquelle on va souffler de l'oxygène sur la fonte en fusion. Pourquoi on va souffler de l'oxygène ? Parce que l'oxygène, en fait, l'oxygène pur qu'on va souffler, va embarquer le carbone, puisque, comme vous le savez, oxygène plus carbone, ça fait du CO2. Et donc, en fait, on va décarboner la fonte avec de l'oxygène, et c'est ça qui va permettre de produire de l'acier. Parce que l'acier, c'est de la fonte décarbonée jusqu'à ce qu'il reste moins de 1% de carbone. Alors, en fait, le fonctionnement d'un convertisseur, c'est très impressionnant. Si un jour vous avez l'occasion de voir ça, c'est extrêmement beau. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait pratiquement plus d'acier au convertisseur. Enfin, même, je pense qu'on n'en fait plus du tout. Mais sinon, c'est très impressionnant parce que vous avez un jet de gaz qui entre. Ça, vous ne le voyez pas parce que l'oxygène, c'est incolore. Mais après, vous avez des jets de gaz qui sortent, qui n'ont pas la même couleur du côté où on met l'oxygène et du côté où l'oxygène sort. C'est très, très impressionnant. Évidemment, le sujet, c'est en quoi est-ce que vous faites votre convertisseur ? Parce que si vous faites un convertisseur en acier pour mettre de l'acier en fusion dedans, ça ne va pas marcher. Donc la raison pour laquelle ça a mis longtemps de mettre au point le convertisseur, c'était qu'il fallait développer des céramiques qui permettaient de recouvrir l'intérieur du convertisseur et qui allaient résister à la température de l'acier en fusion. Parce que croyez-moi, l'acier en fusion, ça ne se met pas dans un thermos. D'accord ? Bon, alors la raison pour laquelle ça s'appelle convertisseur Bessemer, c'est qu'il y a un Anglais qui s'appelle Bessemer qui a développé le procédé. En fait, il avait été développé aussi au même temps par un Américain qui s'appelle Kelly. Et en fait, pratiquement au même moment, les Allemands développent des fours, des grands fours, qui vont permettre de faire la même chose en produisant directement, si vous voulez, en faisant en une seule opération, la fonte du minerai et la décarbonation. D'accord ? Donc, dans un seul appareil, il n'y a plus besoin d'avoir un haut fourneau pour faire fondre le minerai et le coke. On récupère un liquide. Enfin, on récupère de la fonte liquide et ensuite on la met dans la cornue, dans le four Martin. On l'appelle aussi four Siemens. Martin, c'est le français et Siemens, c'est l'allemand qui ont indépendamment développé la technologie. On n'a qu'une seule opération pour à la fois faire fondre le minerai et le décarboner. Du coup, et de fait, le four Martin, c'est plus efficace que la cornue Bessemer, ce qui explique que les Allemands vont avoir un avantage technique sur les Anglais avec leur grand four. Bon. Alors, la métallurgie, plus encore que le... Comment dire ? Plus encore que le... Pour la métallurgie, la métallurgie dont on vient de parler, mais la métallurgie en général, pas seulement la sidérurgie, c'est évidemment un des symboles de la révolution industrielle, puisque le haut fourneau, c'est quand même le symbole de l'usine. Et donc les procédés de production de l'acier se perfectionnent, ce qui est évidemment une chose différente des procédés de
d'usinage ou de travail de cet acier grâce à des nouvelles machines, grâce à des nouveaux tours qui vont fraiser, usiner, percer, et puis grâce à des nouveaux marteaux-pilons qui vont travailler plus vite, d'accord ? Donc il y a en parallèle un développement des machines-outils pour le travail de l'acier, qui vont justement exiger, parce que pour travailler l'acier, il faut des aciers spéciaux qui sont plus durs, donc des aciers dits rapides. Donc en gros, d'un côté, on va développer les alliages en eux-mêmes et la production des alliages en quantité, et de l'autre côté, on va travailler les machines pour le travailler. Ce qui fait que, alors que dans les années 1840, on fait des locomotives en fer doux, les locomotives en fer doux, ça veut dire concrètement elles s'usent, elles ne sont pas robustes, il y a des pièces qui cassent. En 1880, on fait des locomotives en acier, ce qui veut dire qu'il faut usiner de l'acier, c'est plus compliqué, mais en même temps, le produit est plus solide. D'accord ? Alors, justement, c'est au cours de cette deuxième révolution industrielle qu'on va voir à quoi servent le fer et l'acier. Parce qu'on avait laissé un usage du fer et de l'acier pour faire le soc des charrues, donc révolution agricole, pour ferrer les roues des charrettes, parce que les roues des charrettes, c'est des roues en bois, mais quand vous mettez un tour en fer, c'est quand même vachement plus solide, en particulier quand vous passez par des chemins qui sont caillouteux. Avec le développement des chemins de fer, on a vu que là, on commençait à avoir une demande massive pour le fer, d'autant plus qu'il faut remplacer les rails à peu près tous les ans. Mais en fait, quand on va développer l'acier, certes, on aura une demande moindre pour les rails, puisque en gros, les rails en acier ils durent 7 ans, là où les rails en fer ne duraient qu'1 an. Mais alors, du coup, l'acier devient libre pour servir à d'autres usages. Quels autres usages ? Les marines de guerre se mettent en fait à absorber de l'acier pour fabriquer le blindage des bateaux. Et il ne suffit pas de mettre des plaques en acier, il faut des aciers avec des traitements de surface spéciaux, en particulier la cémentation, d'accord, pour avoir des blindages qui résistent aux obus. Justement, les obus, on va les tirer avec des canons, et alors que traditionnellement, le métal dans lequel on fait les canons, c'est le bronze, on se met à faire des canons en acier. On ne pouvait pas faire des canons en fer, c'était pas très solide, mais des canons en acier, c'est bien. Or, on est quand même à une époque où il y a une course aux armements et une modernisation de la marine qui fait qu'on a des navires de guerre de plus en plus gros, avec des canons de plus en plus gros, et donc de plus en plus d'acier pour armer et blinder les navires de guerre. Mais on se met aussi à avoir des constructions en fer, d'accord ? Alors, tout le monde connaît la Tour Eiffel, naturellement. Tout le monde connaît le Grand et le Petit Palais. Et ça, la Tour Eiffel, c'est 1889, le Grand et le Petit Palais, c'est 1900. La question, c'est quand est-ce que démarre l'architecture en fer ? À Paris, probablement le premier bâtiment avec une armature en métal, c'est la Bourse de commerce. Vous voyez la Bourse de commerce ? Elle est dans le premier, près du Louvre. Sauf que la Bourse de commerce que vous voyez, c'est celle de 1885. Mais il y a eu une première Bourse du commerce de 1831 qui avait déjà un toit qui était une armature en fer. Le premier bâtiment très connu avec une armature en fer, c'est Crystal Palace. Vous savez, Crystal Palace, c'est en fait un immense bâtiment en verre, une halle en verre assez grande, qui a été construite pour l'exposition universelle de 1850 à Londres, puisque je vous rappelle que Paris et Londres alternent les expositions universelles où on essaye de faire plus beau que l'autre. Donc c'est Londres qui commence en 1854, puis après c'est Paris en 1855, puis après c'est Londres en 1859, je crois, puis c'est Paris en 1867, et puis c'est encore Londres, ça doit être en 1872, et puis c'est Paris ensuite en 1889 et 1900, puis après c'est les Jeux Olympiques, d'accord, en 1924. Mais en gros, on voit bien qu'à Paris, on construit le Grand et le Petit Palais et la Tour Eiffel pour les expositions universelles. À Londres, on fait Crystal Palace, mais pas de bol, Crystal Palace brûle et ne sera pas reconstruit. Mais on a aussi du fer dans les armatures d'autres bâtiments. Par exemple, un bâtiment... alors, c'est pas une spécialité française, le fer, puisque si vous y pensez, quand les tours du 11 septembre ont brûlé, on l'a dit, enfin, ou plutôt se sont effondrées, on a dit la raison pour laquelle les tours du 11 septembre s'effondrent, c'est qu'elles ont des armatures métalliques, parce que c'est vrai que tous les gratte-ciel new-yorkais ont des armatures métalliques, alors que les tours construites en France, les tours de la Défense ou la tour Montparnasse, sont des armatures en béton. Or, quand on fait un feu intense, le problème des armatures métalliques, c'est que le feu se transmet le long de l'armature, et du coup, ça cause des déformations qui sont à l'origine de l'effondrement des Twin Towers de Manhattan lors des attentats du 11 septembre 2001. D'accord, mais en fait, il y a deux choses par contraste. La première, c'est que on a beaucoup construit en France avec des armatures métalliques au tournant du siècle, c'est-à-dire entre 1850 et la guerre de 14. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les armatures métalliques, c'est la modernité par rapport à des constructions où quand on n'a pas une armature métallique, l'armature elle est en bois.
Concrètement, tous les immeubles parisiens qui sont construits sous le Second Empire, c'est des immeubles de piquets de bois. Et tous les étages sont montés sur des poteaux en bois. Et qu'est-ce qu'on met entre les poteaux en bois? On met ce qu'on appelle du bousillage. Le bousillage, c'est quoi? C'est un mélange de saloperie avec du plâtre. On met des petits bouts des petits bouts de bois, des chiffons, du bois flotté trouvé dans la Seine, et on met du plâtre éventuellement qu'on colle avec de la paille, d'accord? Et quand vous mettez le feu à ça, c'est très bien. Et c'est beaucoup plus combustible que si vous faites une armature en métal avec de la pierre de taille devant. Du coup, à Paris, il y a plein d'immeubles des années 1850 à 1914 qui ont l'air d'être des immeubles en pierre de taille, mais qui sont en fait des immeubles avec une armature métallique. Exemple, la bibliothèque Sainte-Geneviève, place du Panthéon, ou peut-être vous irez travailler, ou regarder si les collègues de votre âge vous intéressent, parce que visiblement on ne fait pas qu'y travailler. De mon temps, quand j'étais en Cannes, on ne faisait que travailler à la bibliothèque Sainte-Geneviève. D'accord? Mais donc la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est place du Panthéon, entre la bibliothèque Pujas et la rue de la bibliothèque Sainte-Geneviève, typiquement c'est un mur rideau en pierre de taille, mais derrière, quand vous entrez, il y a une grande voûte métallique, une grande armature métallique, qui est amusante parce que quand vous êtes dehors, vous avez l'impression que c'est un bâtiment traditionnel en pierre de taille, et quand vous êtes dedans, c'est en fait un bâtiment extrêmement moderne, c'est un bâtiment industriel. De la même façon, la vieille bibliothèque que Baltard avait construite rue de Richelieu, dehors elle est en pierre de taille, et la salle de lecture à l'intérieur, c'est une voûte en métal. Bon, si on prend... alors, on peut multiplier les exemples à Paris, mais de fait, à Paris, très vite, le fer se montre, parce que c'est joli, une architecture en fer et verre, c'est une architecture légère. Quand on regarde la verrière du Grand Palais, on a l'impression que c'est une aile de libellule, enfin bon, en plus grand, mais c'est une voûte nervurée, enfin c'est un toit nervuré, extrêmement lumineux, extrêmement gracieux. Bon, donc du coup, le fer se montre et devient un matériau moderne. Mais deuxième aspect du paradoxe, donc à Paris, on choisit de construire en verre et en fer parce que c'est plus léger, parce que c'est plus moderne, parce que finalement ça brûle moins. Et Chicago, c'est le cas aussi, c'est-à-dire qu'à Chicago, il y a un grand incendie en 1871. Tous les immeubles qui sont des immeubles avec des armatures en bois crament. Et donc, quand on reconstruit Chicago en 1871, et vous savez que la reconstruction de Chicago, c'est une date importante dans l'histoire de l'architecture mondiale, parce que c'est le démarrage de ce qu'on appelle l'école de Chicago. Et l'école de Chicago, c'est la grande école d'architecture de la fin du 19e, qui en fait fabrique le style art déco, d'accord? L'école de Chicago, c'est armature métallique. Et donc, de fait, le fer, et surtout l'acier, d'accord, puisque c'est pas du fer mou, mais c'est de l'acier, il se met à y avoir une demande importante pour la construction de bâtiments. À une époque où il y a un exode rural massif, une immigration massive, la construction, c'est beaucoup. Une ville comme Chicago, c'est une ville qui passe de pas beaucoup à beaucoup d'habitants entre 1870 et 1914. C'est une ville où on construit des logements pour des millions d'habitants, d'accord. Et puis en plus, on construit toute l'industrie automobile autour. Et les usines automobiles, on ne les construit pas en bois, d'accord. Donc quand on va construire les usines automobiles, on va construire des usines en fer avec du verre et de la pierre autour, mais dans lesquelles on va construire des convoyeurs en fer, dans lesquels on va construire des voitures en fer, d'accord. Donc tout ça, ça consomme beaucoup de métal. Et donc la sidérurgie, c'est évidemment la grande industrie de la deuxième révolution industrielle, même si la révolution industrielle avait commencé avec la sidérurgie du fer, d'accord. La deuxième révolution industrielle s'épanouit avec l'augmentation massive de la production de l'acier, qui sert donc à tous les niveaux de la transformation technique de la deuxième révolution industrielle. Alors comment est-ce qu'on voit en fait l'usage des techniques sidérurgiques? On voit que pour la production d'acier, en fait la production d'acier, alors il y a une méthode traditionnelle pour produire l'acier, d'accord. La méthode traditionnelle pour produire l'acier, c'est quoi? C'est vous prenez du fer, vous le chauffez et vous le battez avec un marteau et sur une enclume, et puis vous le réchauffez et vous le rebattez, parce qu'en faisant comme ça, vous sortez les particules de carbone du fer. Donc concrètement, le forgeage, c'est pas pour faire joli, d'accord, c'est pas pour dire je suis un forgeron, j'aime le hard rock et je suis gaulois. Non, c'est pas ça, c'est juste parce que c'est le moyen qu'on a concrètement d'affiner un acier. Et affiner, c'est pas juste faire une lame plus fine, mais c'est enlever le carbone. Donc si vous regardez les lames de katana japonais ou les Layol 440, le Layol 440 s'appelle 440 parce qu'il a été battu 440 fois, d'accord. Ou la lame de sabre japonais, elle est dans un acier parfait parce que le fil, mais même la lame elle-même, elle a été forgée un grand nombre de fois, ce qui a permis d'arriver à un taux de carbone suffisamment faible pour avoir les meilleures propriétés mécaniques de l'acier. Seulement, vous comprenez bien que si vous forgez à la main des lames, vous n'êtes pas sorti de l'auberge quand vous voulez équiper une armée de 10 millions de soldats en baïonnettes, d'accord.
Donc l'idée, c'est plutôt que de faire du forgeage artisanal, on va produire du métal qui est directement de l'acier, en oxygénant l'acier, soit dans le convertisseur, qui fait donc 80% de la production de l'acier au milieu des années 1860. Donc il n'y a plus que 20% de l'acier qui est produit par des procédés traditionnels. Et puis, le four Siemens, le four Martin, va prendre une part déterminante à mesure que la production allemande va augmenter, et puis ensuite à mesure que le procédé allemand va être diffusé. Et puis en fait, à partir des années 50, on va faire directement des aciers à l'oxygène, c'est-à-dire qu'en gros, on va directement mettre dans le four de l'oxygène chaud, avec une concurrence des aciers électriques. Bon, et puis les procédés de réduction directe, c'est pas des procédés majeurs, parce qu'en fait maintenant, on reste quand même beaucoup sur des aciers à l'oxygène, qui est le procédé dominant. Bon. D'accord, mais ceci pour dire que, si vous voulez, même si la révolution industrielle, on a l'impression que c'est la révolution de la sidérurgie, puisqu'il y a besoin de sidérurgie pour fabriquer les machines textiles, il y a besoin de sidérurgie pour fabriquer les socs de charrue de la révolution agricole, il y a besoin de sidérurgie pour fabriquer les locomotives. Là, au moment de la deuxième révolution industrielle, il y a une modernisation des méthodes de production d'acier qui vont permettre une augmentation massive de la production d'acier, parce que la demande d'acier s'exprime, comme on l'a vu, non plus seulement pour les chemins de fer, mais pour la marine et pour la construction. Bon, alors, la deuxième partie, à part la chimie, dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est vrai, j'ai juste évoqué, mais à part la nouvelle révolution sidérurgique, la révolution des machines-outils avec les moteurs électriques dont on a déjà parlé, on va avoir justement une révolution. Bon. Joyeux anniversaire à la révolution industrielle. Donc la nouvelle bougie, ça va être les nouvelles sources d'énergie. On vient d'évoquer le moteur électrique qui permet de faire disparaître les courroies d'entraînement des machines de l'usine. Donc on peut avoir maintenant un moteur sur chaque poste de travail. Mais là encore, même si on invente le moteur électrique, en gros on inverse la dynamo de Gramme dans les années 1880. L'installation de moteurs électriques dans toutes les usines, ça va prendre un temps fou. Je vous dis, on inverse la dynamo de Gramme parce qu'en fait, un moteur électrique, c'est pas différent d'une machine qui sert à faire du courant. D'accord ? Donc, Gramme invente Zénobe Gramme, d'accord ? C'est un inventeur belge. Il invente une machine où il y a en gros, il y a un stator, c'est des électroaimants, il y a un rotor, c'est un électroaimant. Quand vous faites tourner le rotor entre les stators, aux bornes, ça produit de l'électricité. Et donc, vous produisez de l'électricité comme ça. Comment ? Vous faites pédaler un hamster dans un machin, vous reliez ça à une dynamo, ça produit de l'électricité. Vous pouvez aussi mettre une machine à vapeur, vous produisez de l'électricité. Puis vous vous rendez compte que si, au lieu de se faire sortir aux bornes un machin qui va ensuite aller, deux fils qui vont amener à un appareil qui consomme de l'électricité, si au contraire vous faites passer l'électricité dans votre dynamo de Gramme, la dynamo va se mettre en rotation et vous avez inventé le moteur électrique. Bon, alors après, on se rend compte que optimiser une dynamo pour la production d'électricité et optimiser un moteur électrique pour son fonctionnement, ça va aboutir à des systèmes qui vont évoluer de manière divergente. Mais enfin, au départ, c'est la même chose. Et donc, de fait, dès les années 1880, on produit des moteurs électriques rudimentaires qui sont des dynamos. Dès les années 1890, on va les optimiser. Ces moteurs qu'on va optimiser, ça va donner des moteurs électriques assez performants, si bien que, dès les années 1890, les records de vitesse sur route, puis dès les années 1910, les records de vitesse sur rail, seront le fait de moteurs électriques et pas de moteurs à explosion. Alors, le seul problème des moteurs électriques, c'est que, bon, déjà, aujourd'hui, les voitures électriques ont un petit problème d'autonomie, mais vous imaginez qu'en 1890, les voitures électriques, elles ont un problème d'autonomie énorme. Parce que les seules batteries qu'on ait, c'est les batteries au plomb, et le problème des batteries au plomb, c'est que c'est très lourd. Et donc, par définition, les batteries au plomb, c'est pas pratique pour un engin qui se déplace. D'accord ? Le jour où on fera voler des avions avec des batteries au plomb, bon, fin de la blague. Mais encore, dans les trains, on arrive à trouver la solution, c'est qu'on met en parallèle des rails en acier et des caténaires qui transportent l'électricité. Mettre des caténaires sur la route, bon, ça existe, si vous avez été dans des villes où il y a des trolleybus. Mais d'abord, c'est très moche, et puis, en fait, c'est pas très fiable. Parce que le problème des caténaires, c'est que quand il y a du vent, quand il y a Zozo qui a mal réglé son pantographe, quand il y a je sais pas quoi, donc en gros, le problème des caténaires, c'est que si la caténaire marche plus, toutes les voitures sur la route sont paralysées. D'accord ? Donc sur un chemin de fer où il n'y a que des gros convois et pas beaucoup de trains, on peut toujours envoyer des locomotives à vapeur. S'il y a 1 million de bagnoles qui sont paralysées ensemble, ça ne marche pas. Bon, du coup, même si on utilise les moteurs électriques pour les records de vitesse, de fait, les voitures électriques ne se développent pas à cette époque-là, et comme vous le voyez, elles ne se développent pas encore très fort.
Donc on préfère le moteur à explosion, le moteur dit à combustion interne, parce qu'il est plus pratique en termes d'efficacité énergétique, c'est-à-dire que c'est plus simple d'emporter un réservoir de pétrole, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, que d'emporter un réservoir d'électricité, puisque l'électricité c'est compliqué à stocker. Bon alors en fait, l'histoire du moteur à explosion, c'est que, si vous voulez, on passe pas direct. Il n'y a pas un mec qui un beau matin se réveille en se disant tiens, aujourd'hui je vais inventer le moteur à explosion, et donc je vais avoir la bonne idée de mettre du gaz, un mélange de gaz de pétrole et d'air dans un cylindre, et ça va actionner un cylindre. Non, il y a un type qui est belge, qui s'appelle Lenoir, qui va se dire qu'il y a moyen de faire fonctionner un moteur, il y a moyen de faire fonctionner le piston d'une machine à vapeur sans avoir de machine à vapeur. Comment il fait ? Il utilise en fait du gaz sous pression, et il met du gaz sous pression dans son piston. Et au début, il fait exactement comme il ferait avec un moteur à vapeur, c'est-à-dire qu'il a son gaz sous pression qui arrive dans le tiroir, c'est le tiroir de distribution, et puis, enfin, plutôt dans la boîte à vapeur où il y a le tiroir de distribution qui se promène, et puis donc le gaz, il est emmené d'un côté du piston, puis de l'autre côté du piston. Et puis un beau jour, il se dit, ouais, mais mon gaz, il est inflammable. Plutôt que de m'emmerder avec le tiroir de distribution, là, est-ce que je pourrais pas, en fait, quand j'ai suffisamment de gaz dans le piston, je vais faire brûler le gaz, et ça va pousser le piston très fort. Et là, en fait, il avait inventé le moteur à explosion. Et puis, on se dit, mais plutôt que d'utiliser du gaz, bon, le gaz, c'est pratique quand on a du gaz, mais quand on n'a pas de gaz, le problème du gaz, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc, plutôt que de prendre du gaz, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du pétrole liquide, et puis je vais le vaporiser avec un dispositif qui s'appelle un carburateur, et je vais le mettre sous forme gazeuse dans le piston. Et donc, en fait, on a d'abord inventé le moteur à gaz, qui est une évolution naturelle du moteur à piston, enfin de la machine à vapeur, et puis ensuite du moteur à gaz. Pour rendre le moteur à gaz portable, on a fait un moteur à pétrole, où en fait on vaporise le pétrole dans une pré-chambre de combustion qui s'appelle un carburateur. Donc ça, vous le voyez très bien au musée du CNAM, parce que dans la salle où il y a les moteurs à explosion, il y a un moteur Lenoir, qui est en plus que vous pouvez actionner avec une manivelle, et puis à côté, il y a des moteurs à piston, où il y a des pistons qui sont coupés, qui permettent de voir comment fonctionnent les moteurs à piston, en particulier les moteurs rotatifs, qui sont les moteurs typiques des avions. Mais bon, il faut que je m'arrête sur ce sujet, mais l'idée c'est qu'en fait, le moteur à gaz de Lenoir, c'est les années 1860. Très vite, il y a un Allemand qui s'appelle Otto, d'accord, il s'appelle pas, son nom de famille c'est Otto, d'accord, et donc il développe un moteur à essence que les Allemands appellent Automotor, d'accord, donc le moteur d'Otto. Et ce qu'ils appellent le automotor, c'est pas parce que c'est le moteur des automobiles, mais c'est parce que le type qui l'a inventé s'appelait lui-même Otto. D'accord. Bon, et après, en fait, il y a Daimler et Maybach qui sont les fondateurs, qui ensemble vont faire une marque qui s'appelle Mercedes, d'accord, qui décident d'implanter ce automotor sur un châssis de charrette en se disant alors Daimler, plutôt que de faire fonctionner la charrette avec des chevaux, nous allons la faire fonctionner avec un moteur. Vie Maybach, nous allons prendre un automotor et mettre ça sur la charrette. Et de fait, ils prennent une charrette qui ressemble à une charrette, mais au lieu de mettre des chevaux, ils mettent un moteur et une courroie qui relie le moteur à un des deux axes, et ils ont inventé la voiture automobile. Et automobile, ça ne veut pas dire que c'est mobile grâce à Monsieur Otto, mais ça veut dire que ça bouge tout seul. C'est-à-dire que le moteur est sur la voiture et qu'elle a besoin d'une source d'énergie extérieure. Il n'y a pas besoin de chevaux, il n'y a pas besoin de fils, il n'y a pas besoin de je ne sais pas quoi, ça bouge tout seul grâce au moteur. Et c'est le moteur à essence qui va aussi permettre de faire décoller l'avion, parce qu'on a vu les avions à vapeur, oui, il y en a dans les années 30, mais c'est quand même assez anecdotique. Le premier avion qui vole vraiment, c'est l'avion des frères Wright, d'accord, à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, je crois, en 1902. Avant, il y a eu des expérimentations du regretté Clément Ader, qui a englouti un budget monstrueux qui lui avait été offert par le ministère de la Défense, pour pas grand-chose, parce qu'en fait, son avion, que vous voyez là, qui est en gros une espèce de biodesign imité des ailes de chauve-souris, avec, oui, un énorme radiateur, parce que le radiateur, c'est en fait le condenseur du moteur à vapeur. Donc son avion à vapeur a certes fait un saut de puce dans l'effet de sol, mais n'a jamais réussi à voler, parce que le rapport poids-puissance du moteur n'était pas suffisant. Et donc l'intérêt du moteur à explosion, vous l'avez compris, c'est pas seulement qu'il explose, mais qu'il explose à l'intérieur du piston, d'accord, il n'explose pas normalement à l'extérieur. L'intérêt du moteur à explosion, c'est que le rapport poids-puissance est plus élevé que dans un moteur à vapeur, et donc il va être possible de déplacer des véhicules plus petits que les énormes locomotives à vapeur, avec leurs énormes chaudières tubulaires, avec leurs énormes tendeurs de charbon. D'accord, et donc on peut faire voler des avions ou des véhicules individuels. Donc le Wright Flyer, le premier avion, c'est celui-là. Comme vous pouvez le constater, de la même manière que le Blériot 9,
avec lequel Berrioz a traversé la Manche en 1908. C'est les avions sur lesquels il n'y a pas d'aileron. D'accord ? Il n'y a pas de machin, il n'y a pas de volets qui font comme ça sur les ailes. Il y a juste une commande de profondeur à l'arrière, une gouverne de direction. On actionne les deux avec on actionne la gouverne de direction avec des pédales qu'on appelle les palonniers. On fait fonctionner la gouverne de profondeur à l'arrière avec le manche à balai avant-arrière. En revanche, pour tourner, on gauchit les ailes avec le manche à balai sur les côtés. C'est pour ça qu'il y a une espèce de potence avec des câbles, parce qu'en fait, les câbles, ils servent à tordre les ailes. Et tordre les ailes, ça sert à incliner l'avion pour tourner. D'accord ? Voilà. Donc les avions sont encore rudimentaires, mais ils fonctionnent enfin grâce à des moteurs à explosion. Quel impact cela va-t-il avoir sur les coûts de transport ? Eh bien, vous le saurez en suivant le prochain épisode de l'Histoire économique du monde, dans ce même amphithéâtre, dans une semaine. D'ici là, bonne fin de semaine, portez-vous bien et merci de votre attention.